Allez les amis, on entre tout de suite dans la maison des sports. Opso Sport bien sûr en direct. Il est 16h30 comme tous les lundis. On va parler de sport sur le stream. Et toujours aussi bien accompagné. Le board, je l'ai dit, et les actionnaires minoritaires aussi également sont présents. Côté First Team, à commencer par le seul représentant du conseil d'administration, monsieur Tom Dufont aujourd'hui. Ça va Tom? Ouais, impeccable de représentation. Oui, absolument. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai, seul membre du conseil d'administration parce que le deuxième, le roi de la galette de la semaine dernière, monsieur Erwan Abotret, est forfait. En tout cas pour cette semaine, on espère le retrouver le plus vite possible. On lui fait plein de bisous, on lui envoie beaucoup de force. On lui envoie de la force, oui. On lui envoie beaucoup de force, exactement. Paul Arère est également présent. Salut mon Polo, comment ça va? Ça va très bien et toi, mon Manu? Ravi de te retrouver. C'est un bon week-end tout lundi. Ouais, c'est un week-end sympa. J'ai pas fait grand chose, les gars. Bah, il faisait un temps de merde aussi. Il faisait un temps de merde. J'ai regardé beaucoup de films. J'ai rattrapé un peu les choses et j'ai regardé bien sûr, bien évidemment du sport. T'as bien raison. T'as bien raison de le préciser. Tom Chervino aussi également. J'ai cru à l'exploit hier soir. J'ai pensé à toi. J'y ai pas cru une seconde. J'étais en direct avec mon petit frère. Je lui ai dit ça pue, ça pue. Évidemment, Stephen Brun en a profité pour me charrier encore une fois. Je l'embrasse évidemment. On parlait bien sûr du match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain soldé par un match nul, un but partout. On en parlera bien sûr tout à l'heure dans les news. Les news, on balayera comme ça un peu l'actualité du sport ce week-end, de ce que vous aurez à retrouver notamment tout au long de cette semaine, ce qui a fait un peu l'actualité de notre passion à tous. On évoquera la perf de la semaine, un petit mot de NBA, vous le verrez avec un comeback absolument incroyable. Le mot de Tom qui sera consacré au journalisme, et puisqu'on parlait au journalisme sportif même plus précisément, et puisqu'on parlait de comeback incroyable, on s'est posé la question justement, quel est pour vous le plus grand comeback de l'histoire du sport? Comeback à mettre bien sûr sous le signe de la blessure, parce que pour certains il y avait eu un arrêt volontaire suivi d'un retour volontaire également. Je pense notamment à Michael Jordan qui ne sera pas donc du coup dans ces grands comebacks de l'histoire. Les gars, vous êtes prêts? Juste avant quand même qu'on commence, toujours un petit point programme pour savoir ce qui se passe sur la planète First Team cette semaine. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà ce soir la libre antenne, 22h minuit comme tous les lundis. Comme toujours. Ce soir la libre antenne, avec Tom, avec Erwan qu'on aura en visio si Dieu veut, mais en tout cas en audio avec comme je te disais, Tom Erwan et Thomas la Rookies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours M16 évidemment, avec des matchs toute la semaine. On a de l'Eurocup, les championnats domestiques, comme on les appelle le week-end, des vendredis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Beaucoup de choses. Le date d'Erwan qui sera de retour aussi mercredi midi. C'est la promesse d'Erwan. Donc on est curieux de savoir qui sera son invité. Et voilà, non, ça me paraît bien. C'est pas mal les gars, ça fait juste une petite semaine tranquillement pour la rentrée là. Vivement la fin d'année. Une semaine de 15 jours visiblement. Exactement. Voilà le programme en tout cas. Bien sûr, n'oubliez pas la chaîne Twitch First Team à retrouver dès ce soir donc pour la libre antenne et pour tout le reste du programme que vient de vous donner Polo. Les amis, on lance tout de suite cette émission. On n'a pas de chat, tiens d'ailleurs. C'est une petite voilà, je donne la petite info. Vous pouvez nous régler ça. La télé est carrément éteinte, donc c'est pas bon signe. Personne ne regarde. Revenir. On lira vos messages bien évidemment tout au long de cette émission. On attaque tout de suite avec les news. Et comment ne pas commencer ces news, bien sûr, avec un mot de football, les amis. Belle journée de Ligue 1. On va commencer avec la Ligue 1, on est français. On adore la Ligue 1. Jean-Michel Franchouillard, bien sûr, ici présent. On va surtout revenir, je le disais tout à l'heure, sur cette affiche, l'Olympique Lyonnais qui accueillait le Paris Saint-Germain. Tom, tu as regardé le match. Les deux Tom, vous avez regardé le match, bien sûr. On a tous regardé le match. Oui. Autant le match aller nous avait passionné, autant le match retour hier... À l'image des tribunes, alors pour le coup c'est pas de la faute des Lyonnais. Un peu quand même. C'était pas un huis clos, c'était la faute à la jauge. S'il n'y avait pas eu la jauge, j'aurais quand même eu huis clos. Donc c'est pas faux. C'est un peu de la faute des Lyonnais aussi. Mais c'est vrai que ces matchs-là, commencer sans public, ils sont toujours difficiles. Ça se sent pour les joueurs, ça se sent aussi pour nous, public devant notre télé. En attendant, hier, il y avait quand même l'une des très grandes affiches du championnat. Et bon, même si les Lyonnais, dont parlera Tom dans quelques instants, sont plutôt mal en point dans ce championnat-là, c'est toujours pour eux l'occasion de montrer qu'ils peuvent faire armes égales au moins le temps d'une rencontre. Et bien hier, l'avantage, c'est que le PSG est une équipe sans fond de jeu, sans lendemain, j'ai envie de te dire. Et décimé. Et en plus de ça, décimé, puisqu'il manquait Lionel Messi et Neymar, qui est revenu dans le groupe d'ailleurs, au Brésil aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que grâce à des grandes largesses défensives sur des contre-attaques bien menées des Lyonnais, eh bien Lucas Paqueta, futur joueur du PSG, c'est la rumeur qui le dit, a été étincelant sur cette action, magnifique frappe croisée. Navas n'a rien pu faire. Et on s'est dit peut-être, côté lyonnais, que l'exploit était possible. Pas mal d'actions des deux côtés du terrain. On voit Kylian Mbappé hier qui a été encore une fois
très bon, j'ai envie de te dire. Il a réussi à se créer un maximum de cases, 2 poteaux, 5 tirs non cadrés sur le match. On était persuadé qu'il allait faire la différence. Finalement, c'est venu d'ailleurs, puisque c'est Thilo Kehrer qui a égalisé à la 76e minute. Sèche, limpide. Rien à dire. Comme on aime. Une bonne frappe allemande. Ce qui est fou dans ces matchs du PSG, c'est que tu as la sensation qu'il n'y a aucun fond de jeu, mais qu'à la fin, tu ne perds pas, ça c'est sûr, et que tu as 2 doigts de gagner. C'est quand même la sensation que moi j'ai eue, c'est que sur les 20 dernières minutes, ça pousse, et je me demande encore comment vous avez fait pour ne pas prendre ce deuxième but au Parc OL, j'allais dire, au Groupama Stadium. Et juste pour rester sur le PSG, est-ce que quand même, tu peux pas te dire aussi que l'un des seuls enseignements que tu vas garder, si c'était le match horrible bien sûr de Icardi, et on n'en parlera pas, est-ce que c'est pas la fraîcheur apportée par les Titi, je pense à Michu et Xavi Simons, tout à fait, ouais, qui sont impliqués d'ailleurs notamment sur l'égalisation de Keller. C'est le seul point positif qu'on peut garder quand même côté Paris. Ouais, un peu de fraîcheur et un peu de renouveau dans cette équipe. On sait que les jeunes n'ont jamais de temps de jeu et qu'en général ils vont s'éclater ailleurs. On sait que Xavi Simons c'est sur le départ parce que lui a envie de jouer en équipe première. Michu c'est le même genre de profil aussi, mais c'est vrai qu'hier ils sont entrés, je parlais de fraîcheur, ils ont amené quelque chose de différent. Bon, c'était pas difficile puisque les joueurs comme Wijnaldum sont dramatiques, ont été dramatiques. Donc voilà, je sais pas si c'est un motif d'espoir. Ce qui est sûr, c'est que si tu t'en remets à tes mecs de 15 ans et demi pour faire différence dans des grands matchs comme celui contre Lyon, eh bien c'est qu'il y a un réel problème. Il y a un réel problème. De toute façon, quand on voit la performance d'Andrea hier, la performance de Wijnaldum, tu te dis qu'au bout d'un moment, les Tissi ne peuvent pas faire pire. Alors évidemment, il y avait des sceptiques, moi le premier, parce qu'on les a vus jouer en championnat, au retour de trêve, où il n'y avait pas d'action, vous avez été plutôt pas mal, mais face à très peu d'adversité. On les a vus jouer aussi en Coupe de France cette semaine. Mais là, c'était quand même un test face à une équipe de Lyon qui a vraiment un supplément d'âme extraordinaire quand elle joue contre nous. J'étais curieux de les voir, et c'est intéressant que tu nous relances là-dessus, Manu, parce qu'ils ont... je n'irai pas jusqu'à dire éclaboussé cette fin de match, mais en tout cas, ils ont montré qu'il y avait quelque chose qui se passait quand ils étaient sur le terrain. On peut même citer aussi Dina Ebimbe, qui est toujours intéressant, notamment dans la projection, quand lui rentre aussi. J'espère que ça va mettre un petit coup de pied au cul à nos sénateurs, et on n'a pas parlé d'un mec qui, pour moi, est le symbole criant de ce PSG un peu terne, voire très, très, très terne. C'est Leandro Paredes qui ne met plus un pied devant l'autre, qui ne met plus une passe vers l'avant, qui se traîne une charrette terrible, sûrement due aux dernières fêtes de fin d'année. Et là, c'est un problème récurrent au PSG, c'est que le milieu de terrain est un vrai problème, et il n'y a pas de solution pour l'instant. Ouais, pour le coup, le milieu de terrain à Lyon, ça a été un peu le point fort hier. Je pense à Maxence Cacré qui a fait, qui est sûrement l'homme du match, clairement, qui était omniprésent. La grande différence, c'est ce qu'on a pu reprocher à Pochettino, c'est que lui, hier, il fait des changements, alors que Peter Bosz, tu vois que ton équipe est en train de subir, et à part faire rentrer Cherki à la 70e et faire rentrer Gusto à la 91e, tu bouges pas de ton banc. Donc moi, ça m'a posé un peu souci. Après, le problème de Lyon, c'est qu'il y a la CAN aussi, et du coup, t'as pas beaucoup de monde sur le banc. On sait que, par exemple, Toko n'est pas là. Donc c'était compliqué. Après, hier sur le match, moi je sentais qu'on allait se faire rattraper. Il y a un moment, le plan de jeu il était vu dès le début, et c'est un peu le plan de jeu. C'est là-dessus que je vais te relancer, parce qu'il y a quand même, dans les intentions de jeu de l'Olympique Lyonnais, les choix tactiques hier de Peter Bosz, il y a quand même des questions qui se posent. T'es pas une équipe de transition et tu décides de jouer en transition. C'est quand même une équipe qui était certes solide et courageuse, mais qui était regroupée double ligne devant sa surface de réparation. C'est pas ce qu'on avait vu au match aller, où justement Lyon avait rivalisé dans le jeu avec le PSG. Une autre dynamique aussi. Moi, ce qui m'étonne un peu avec Peter Bosz, c'est qu'on nous a promis soit un jeu de transition, comme tu disais, soit au moins avoir de la possession. Le truc, c'est qu'on a les joueurs pour. Moi, quand je vois notre milieu de terrain, Paqueta, Guimarães, et Cacré, Aouar aussi, c'est que tu as quand même une équipe pour pouvoir tenir le ballon un minimum. Pas contre le PSG, mais en règle générale, voilà, tu veux dire. En règle générale. Hier, tu le vois en plus sur tes séquences, il y a des séquences où tu ressors qui sont très intéressantes du côté de l'OL, mais je suis d'accord avec toi. Moi, il y a un moment, ça manque fortement d'idées. Hier, j'ai un peu pris à partie Dembélé. Moi, Dembélé, je trouve qu'il j'ai pas le mot, mais qui plombe le jeu offensif de l'Olympique Lyonnais. Parce que oui, il garde la balle en pivot, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'a besoin l'OL, quand je les vois jouer, c'est de la profondeur. C'est des il est à la CAN. Bah ouais, parce qu'il n'a pas la vitesse. Dembélé, il n'a pas la vitesse d'un Toko Ekambi. Il n'a pas la technique suffisante. Tu vois, la qualité de Giroud.
était de pouvoir faire les décalages. Hier, il y a un moment où il doit faire la passe à Cherki, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il rate la passe et ça gâche une action. Et je pense que Lyon mérite mieux en numéro 9. Moi, je trouve qu'en fait, le problème hier pour Lyon, il n'est pas forcément dans les idées, mais plus peut-être dans le réalisme offensif. Parce qu'encore une fois, jouer bloc bas face au PSG, on l'a vu toute la saison, face à n'importe quelle équipe, qu'elle soit des fortes équipes ou des petites équipes, tu te retrouves avec des solutions en contre-attaque parce qu'on a un PSG qui est très mauvais dans le contre-pressing et dans le repli défensif. Donc à partir de là, l'idée était bonne. Mais là où je rejoins Tom, c'est que dans l'animation offensive côté Marseille, dès qu'on a cassé la première ligne, Lyon, il se passe plus rien. Il se passe plus rien, pardon. Et t'es encore très loin du but. Et c'est là le problème que j'ai vu hier à l'OL. Et c'est aussi le problème qu'on met en lumière depuis maintenant 6 mois chez Austrasport du PSG, d'un problème de repli défensif terriblement et de joueurs qui soient avec certains statuts, parce qu'on a beaucoup mis en avant le fait que certains joueurs à statut du PSG ne repliaient pas. Hier, on a vu des joueurs du PSG qui ont un statut beaucoup moins important. On va citer notamment notre ami Peroxydé qu'on adore, qui eux non plus... Marco Pantani, hier, il m'a remarqué. qui eux non plus n'ont pas fait un seul effort défensif. Et combien de fois tu t'es mis en danger sur de la relance après que Paqueta ait trouvé une passe pour casser une Paqueta ou Cacré. Après, tu vois, il y a quand même un truc, le PSG a toujours du mal contre les équipes qui défendent fort et qui lancent des coups. Je pense que l'idée du plan de jeu est pas mauvaise, quoi. Toutes les équipes en général ont du mal quand elle a une t'es pas vraiment, tu vois, collectivement abouti et que t'as la possession, t'es toujours à deux doigts de te prendre un but en contre. Ça fait partie du jeu, je sais pas si je peux l'entendre. Sauf que tactiquement, t'es toujours à poil, quoi. Hier, tu vois, Marquinhos qui fait un grand match, honnêtement. Comme d'habitude. Oui. Oh la vache. Pied gauche. On espère l'avoir, cela. C'est une pichneck. Ouais, voilà, exactement. Mais ce qu'il fait sur le but, mon gars, il laisse un espace. Mais tu te dis, mais gros, au bout d'un moment, à quoi vous jouez, les mecs? Donc moi, je pense que tactiquement, il y a les efforts de certains, mais tactiquement, l'équipe, elle est tellement à poil, que ce soit quand elle a la balle ou alors que tu ne l'as pas. Et dans le contre-pressing, c'est clair que le PSG n'y est pas du tout. Et avec tout ce qu'on a dit, j'ai la sensation que Lyon, à un moment donné, peut peut-être mener 2-0. Clairement. Et qu'à la fin, ils doivent perdre. Donc, la lecture, elle est quand même... Le problème de Lyon, quand même, on n'en a pas parlé, mais à voir dans la surface de réparation, dans les le réalisme offensif, on y revient. C'est dur. Et puis, même à la transition, j'ai trouvé. C'est un garçon que tu attends normalement à la transition offensive, par ses qualités techniques, par sa vista, et tu l'as pas du tout vu. Il y a Esodi qui nous disait dans le chat, l'OL a joué comme un petit club, et c'est vraiment ça, moi, personnellement, qui m'a choqué au-delà du point. En plus. Et à domicile en plus. Et en ayant toujours ces souvenirs du match aller où tu te disais, ça y est, Lyon a l'ambition. Et ce qui s'est passé depuis le match aller, mais il se passe plus rien. Vrai. Lyon est un petit club depuis la phase aller. Là, sur les 10 derniers matchs, franchement, on prend combien de points? J'ai pas la stat sous les yeux, mais franchement, on est catastrophique. Hier, c'est Dembélé, je crois. Non, Boateng qui dit faut pas avoir peur du PSG, on est l'Olympique Lyonnais. Exactement. Mais on n'a pas peur de l'adversaire aujourd'hui à l'OL. On a peur de ce que vous proposez, vous, les joueurs. L'Olympique Lyonnais, c'est l'Olympique Lyonnais qui nous fait peur. Moi, on l'a dit, devant, on parle beaucoup de Azmoun, là, le Messi iranien qui joue au Zénith. Ça bégaye un peu du côté de Lyon. Peter Bosch. Voilà, ça bégaye un peu du côté de Lyon pour mettre les millions suffisants. Je pense que c'est aussi là qu'il va falloir bouger. Et je pense que Peter Bosch, on peut lui reprocher pas mal de choses. J'ai l'impression qu'il a un peu du mal à avoir les joueurs qu'il veut encore aujourd'hui. Exactement. Lyon, ils sont sur donc une série là, sur les 5 derniers matchs, 4 matchs nuls de suite et une défaite. Leur dernière victoire, c'est quand même à Montpellier, c'était le 28 novembre. C'est fou. On va jouer 11e, on a tout pour l'Europa League cette saison. On est à conférence Europa League, par contre, on va quand même. Europa League, on n'a pas perdu un match. Non, mais le but, c'est de qualifier en championnat en conférence Europa League. C'est de gagner l'Europa League. Non, Et tu te qualifies comme ça. Déjà gagné un match en championnat, gros. On ne pense à l'Europa League. Non, mais est-ce que le bilan en fait d'hier, c'est qu'on n'a pas deux perdants? C'est-à-dire qu'on a un Paris Saint-Germain qui a un mois de sa double confrontation contre le Real Madrid a montré absolument aucune certitude, et un Olympique Lyonnais. Tu vois, qui doit être l'un quand même des emblèmes de notre Ligue 1, et comme tu l'as dit, on comprend mieux pourquoi ils sont englués à cette 11e place. On a du mal à voir des solutions aussi, aussi bien dans le cas parisien que dans le cas lyonnais. On a l'impression que Peter Bosch, il a pas forcément les joueurs qu'il veut, ou en tout cas des joueurs qui n'ont pas la mentalité que lui aimerait. Du côté parisien, c'est même les attitudes, parce que tu l'as dit tout à l'heure, PSG aurait dû tuer l'Olympique Lyonnais. J'ai en image cette action où Kylian Mbappé a juste à la mettre en retrait à Icardi, on va dire, pour qu'il la pousse au fond des filets. Enfin, je veux dire, il y a quand même des choses. Il la met en touche, oui. Ouais, aussi. C'était quand même, bien sûr, un peu compliqué, les gars. Apparemment, le peuple lyonnais regrette Pape Genesio. On en est là, quand même. Hein. Non. Qui est actuellement en grande difficulté, en plus, au Stade Rennais. Donc, c'est quand même. Il y a un coach pour qui ça se passe bien en ce moment dans le championnat. Genesio, il a fanfaronné pendant
des semaines après sa victoire contre l'OL, là, il redescend un peu, enfin. Exactement. Tu m'étonnes. Il y a un coach pour qui ça va pas très fort en ce moment, c'est Petkovic, notre ami des Girondins de Bordeaux, qui a vu pivot des Timberwolves, Petkovic, ouais. qui a vu eh bien une série de 44 ans s'arrêter du côté de la cité endormie, la belle endormie, c'est comme ça qu'on appelle Bordeaux. Je trouve que ça lui va si bien. Bordeaux qui était diminué, les amis, par le Covid, privé de nombreux joueurs, qui manquaient de fraîcheur physique. 21 joueurs testés positifs à la Covid en près de 3 semaines. Ça fait beaucoup. Alors les Bordelais avaient demandé justement un report à la LFP, report refusé. Les Bordelais qui sont allés loin, qui ont dit du coup, nous on va jouer à huis clos pour protester par rapport à cette décision. C'est dommage parce que ce match a été d'un ennui profond. Il manquait énormément d'intensité dans cette rencontre. C'est là qu'on voit que les stades et l'ambiance, ça joue aussi super beaucoup. Important. Ça s'est senti aussi hier soir à Gerland, j'allais dire encore pire. Au Groupama Stadium. Dans la vallée du Rhône. Ce match-là, j'en ai regardé quelques morceaux aussi. C'était criant de tristesse, quoi. C'était horrible. C'est pas un bon match de Ligue 1. On adore les Bordeaux OM. C'est un classique quand même, on peut le dire. Ça fait partie des classiques. C'est un classique et en plus cette série faisait que c'était toujours intéressant. Tu voulais le regarder quoi qu'il arrive. Bordeaux-Marseille était toujours hyper intéressant et ils ont toujours réussi, même quand ils étaient moins forts, à faire l'exploit d'aller chercher un match nul et ce genre de choses. Là, la série, elle s'arrête à un moment donné où le match n'aurait pas dû jouer. On peut le dire quand même. Certains Bordelais se sont plaints. Ils ont bien raison. 20 joueurs sous Covid, au bout d'un moment, ça n'a aucun sens de jouer le match. C'est vrai que, alors, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça a aucun sens de jouer ce match. Sportivement, c'est dur. Sportivement, maintenant, on est dans une période assez particulière. Quelque part, est-ce que les Bordelais se sont fait plus voler sur ce match que les Marseillais avaient pu s'être fait voler sur des décisions arbitrales. Enfin voilà, je reviens dans l'histoire. Non, mais je suis d'accord. Une décision arbitrale, un fait de jeu. Ah non, il y avait une situation sanitaire très compliquée. 20 mecs qui puissent pas jouer. En 3 semaines, attends, si on fait Abso Sport, c'est qu'il y a 5 mecs qui sont pas là, on fait pas l'émission. J'ai l'impression. Même en NFL, ça fait beaucoup, 20 mecs absents. Donc, vraiment, il y a un mec avec un marteau-piqueur qui vient d'arriver. Non, mais les consignes sont les consignes. Il faut mettre des masques sur les plateaux du stream. Consigne arrivée en cours d'émission. Voilà, on vous prend sur un magnifique rouge en tout cas. Il faut dire aussi, c'est que tout le plateau a été testé ce matin et était négatif. C'est pour ça qu'on avait pris la décision de ne pas mettre de masque. À une exception près, mais qui n'est pas présent aujourd'hui. Et là, oui, lui s'est fait tester, mais c'est pour ça qu'il n'est pas là. Et c'est pour ça qu'il n'est pas là. En tout cas, voilà, un pauvre petit match. Alors, bravo aux Marseillais. Je pense qu'il y a de la frustration quand même des deux côtés. Est-ce que si t'es Marseillais, tu fêtes la fin de cette hégémonie avec énormément de joie et tout, etc., sachant les conditions dans lesquelles ça s'est passé, et aussi également inversement, est-ce que, enfin moi surtout le truc que je retiens, c'est que Bordeaux, on a un monument en péril, les gars. Alors, je sais pas si vous êtes des grands. Alors Saint-Étienne, quelque part, c'est un monument, mais nous, notre génération, c'est un monument dont nos parents ou nos grands-parents nous ont parlé. Moi, Bordeaux, je suis désolé, on a vu des parcours en Ligue des Champions absolument incroyables des Girondins de Bordeaux. On a vu des équipes de Bordeaux. Monaco qui descend il y a quelques années, ou Nantes. On a vu Bordeaux remporter des championnats de France absolument sublimes. Enfin, c'est une équipe quand même, je dis pas qui nous a fait rêver, mais qui nous a donné beaucoup de plaisir à certains moments sur les 10-15 dernières années. Là, honnêtement, je vois pas comment Bordeaux peut se relever. Ils vont peut-être pas se relever, on verra, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois de plus dans le sport, mettez les mauvaises personnes au mauvais endroit et les conséquences peuvent être dramatiques parce que si ça descend, déjà que ça va très très mal dans le club, et si ça descend, ça va être... certains diront que ce sera le meilleur moyen de rebondir. Oui. Tu vois, si on veut voir le verre à moitié plein, moi, ce dont je suis sûr, c'est que Bordeaux en Ligue 2, c'est la merde. Mais le problème, c'est la merde pour un grand stade comme ça, qui vient juste d'être construit, c'est catastrophique. Ouais. Mais tu as raison, et en plus de ça, il y a quand même une situation comptable, financière qui est catastrophique. Si sportivement, tu venais à descendre en Ligue 2, c'est pas en Ligue 2 qu'on les retrouvera l'année prochaine. Hein. C'est bien plus bas. Enfin bref, on n'en est pas là en tout cas. Moi, ce qui me surprend toujours, avec un grand club comme Bordeaux, mais aussi un grand club comme la SSE, c'est que tu le vois fait. Je veux dire, oui, complètement. Ça fait 5-6 ans que ça leur prend. C'est pas une erreur d'année. C'est moi qui parle, mais c'est pas Polo. Belle analyse, Polo. Mais ventriloque apparemment. Mais ça fait. Parce que lui aussi, il a une main dans un cul. Je l'ai pas senti visiblement. Mais non, mais ça fait. Ça fait plusieurs années que tu vois que ça va arriver. Finalement, il n'y a pas de solutions qui sont mises en place. C'est quand même incroyable. Ça fait beaucoup. Les amis, il n'y a pas que de la Ligue 1 forcément dans l'actualité du football. On ne parlera pas de la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui, en tout cas dans cette émission, mais ce sera l'un des fils rouges tout au long de ces semaines. Vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations qui fait étape du côté du Cameroun pour cette édition 2022. Le Cameroun qui s'est imposé hier face au Burkina Faso, 2-1, 2 pénaltys de Vincent Aboubakar. Et à la fin,
pour fêter ça, regardez, eh bien, on a fait carrément un feu d'artifice dans le stade principal, une très très belle ambiance. Regardez-moi ça, les amis, la Coupe d'Afrique des Nations, avec bien ce feu d'artifice après une victoire sur 2 pénaltys. Écoutez, si ça peut lancer en tout cas le parcours des Camerounais, qui étaient un peu sous pression, on les comprend. En effet, autre résultat qui est tombé il y a quelques minutes, c'est le Sénégal. J'allais t'en parler, man. Voilà, exactement, qui s'est imposé 1-0, but de Sadio Mané. But de Sadio Mané à 97e sur penalty. Alors j'espère que le penalty était indiscutable parce que sinon ça va faire jaser. Sadio Mané, joueur de Liverpool, a donné la victoire au Sénégal. Exactement. Donc les Sénégalais qui ont réussi eux aussi leur entrée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Hamza Ramani viendra sur ce plateau. Vous le connaissez, notre spécialiste F1, mais grand spécialiste foot et notamment sur toutes les nations africaines. Il viendra nous en parler bien sûr dans les semaines qui viennent. Voilà les amis, en tout cas pour ce petit point football. Parlons de tennis parce que l'actu de la semaine dernière, l'actu de ce week-end et sans doute l'actu de cette semaine, ça a été surtout de l'actu tennis avec... Commençons par une bonne nouvelle quand même. Gaël Monfils qui remporte Bravo, le Gaël. 250 du côté d'Adélaïde. Quand même, on pouvait pas ouvrir la page tennis sans parler de ça. Belle partie de l'Australie. Clairement, c'est une très belle partie. On peut le dire aussi. Non, c'est une super nouvelle. Hein. Dieu sait que Gaël Monfils, on l'a un peu vanné. L'année dernière, il était quand même dans un brave trou. La même période l'année dernière, il faisait l'Open d'Australie et il perdait au premier tour et on le retrouvait en larmes. Et on se souvient qu'il était vraiment pas bien. Depuis, il avait fait une superbe fin de saison. Il a fait une bonne prépa et il est arrivé au tournoi d'Adélaïde avec des ambitions. Il était tête de série numéro 1 du tournoi. D'ailleurs, il tape en finale le numéro 2, Kachanov. Et il perd pas un set sur le tournoi. On retrouve les qualités de Gaël Monfils qu'on a toujours connues, même à 35 ans, c'est-à-dire un jeu de fond de court où il est inépuisable. Enfin, il a retrouvé du punch dans ses frappes parce que moi, sa grande force, c'est quand même ses frappes à plat qu'il avait un peu perdues et ça vient avec la confiance. Donc il est en train de retrouver tout ça, il est sur une très bonne dynamique, on sait ça va aussi avec, on le voit derrière, c'est son nouvel équipementier, Artengo, on sait qu'il a lâché Asics et il était avec Wilson pour aller chez Artengo, donc c'était une truc... Ça change vraiment ou c'est vraiment l'argument commercial parce qu'il est avec une grande firme et marque française, on connaît peut-être tous. Jouer dans la tête, tu vois, peut-être un changement, dans un nouveau départ, j'en ai aucune idée. Il y a ça, il y a un truc qu'on dit jamais, mais en fait c'est une vraie relation entre un sportif et son équipementier, c'est-à-dire que nous on a cette idée que le gars porte juste la basket ou la chaussure ou le t-shirt et ainsi de suite. Non, il y a plein de gens derrière qui bossent. C'est une relation privilégiée parfois que tu as commencé à construire quand tu avais 15 ans. Ça arrive pour plein de joueurs NBA qui sont dragués dès leur plus jeune âge. Donc on peut imaginer que quand on parle de déclic mental et de nouveau départ, ça va en faire partie puisque il y a le côté textile, mais il est aussi à la conception de la raquette. Oui, donc ça doit être kiffant. Avec un feedback, du sportif, etc. Donc, avec une marque française aussi. Donc je serais très curieux de voir. Il a quand même signé 5 ans à 35 ans. C'est la petite info. Donc ça va être intéressant de voir si les deux, il y a une corrélation entre les deux. Admettons qu'il gagne un tournoi du Grand Chelem en Artengo, ce sera quelque chose. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est sur Gaël Monfils, il y a quand même une stat affolante et je pense que Tom, elle ne t'a pas échappé. C'est qu'avec cette finale à Adélaïde, cette victoire certes, mais cette finale à Adélaïde, il valide une 18e saison d'affilée avec au moins une finale. Donc depuis 2005, il a toujours fait une finale en ATP sur le circuit masculin. C'est une stat assez incroyable. Ça montre la régularité. Pourtant, même dans les mauvaises années, il arrive à performer. Complètement. Il a toujours à trouver un petit tournoi un petit tournoi. Faire une petite finale. Non, alors c'est son 11e titre. Il y en a 4 devant lui. Est-ce que vous voulez faire un petit quiz ou je vous les donne facile? 4 devant lui. Il y a 4 Français qui ont gagné plus de tournois. Bon, alors, on peut y mettre Pioline Non. Tsonga. Tsonga 18, c'est le deuxième. Gasquet, non? Gasquet 15, troisième. Noah, non? Noah premier, 23. Et il y en a juste un devant, c'est Gilles Simon. Voilà, il en a plus gagné. Le Gilou, on l'oublie. Il remonte à la 19e place ATP quand même. Donc c'est... Et là, il y a un deuxième tournoi à Adélaïde, c'est un peu spécial, mais ils font 2 tournois. Quand les grandes stars, plutôt, elles se préparent à l'entraînement avant l'Open d'Australie, il va repartir sur un tournoi. Écoute, si ça peut le lancer pour l'Open d'Australie, c'est pas plus mal. C'est dans une semaine, on rappelle l'Open d'Australie. Est-ce que, parce que c'est vrai que quand on parle de victoire, là c'est un ATP 250, est-ce que ça peut aller être un bon signe, on va dire, en vue du premier grand chelem de la saison? Ou il ne faut pas tirer de conclusion tout de suite et on verra. Écoute, ça peut pas être un mauvais. Déjà, ça c'est sûr et certain. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a une réelle différence entre ce qui dégage cette année par rapport à la saison dernière. Il y a une détente. C'est le jour et la nuit, détente, et on sait qu'en plus, lui, il marche comme ça, il marche au chaud, il marche. Faut qu'il s'amuse. Quand Gaël Monfils va pas bien, tu le vois sur son visage. Là, et quand ça va bien, c'est tout le contraire. Et là, tu le voyais sur le court. Non, il est détendu. Moi, je pense que
aujourd'hui, il n'est pas bon à prendre. Voilà. Et justement, c'est marrant que tu dis ça. C'est en demi-finale, il commence le match un petit peu stressé, etc. Et c'est en faisant le show qu'il a commencé à dérouler et prendre la main, bien sûr, sur ce match. Une nouvelle un peu moins réjouissante. Enfin, après, chacun son avis sur cette question. L'idée n'est pas de faire un débat sur vax ou anti-vax, mais en tout cas, Novak Djokovic s'est bien illustré la semaine dernière à son arrivée du côté de l'Australie en vue de sa participation à l'Open d'Australie. Si tu pouvais nous rappeler un petit peu les faits, mon cher Tom. Rien que les faits. Parce que là, franchement, il s'en est passé des choses. C'est le feuilleton, on va dire, ce début d'année 2022. J'ai pris mes notes parce que c'est plutôt compliqué. Bon, faut savoir que 20 novembre 2021, l'Open d'Australie annonce que le tournoi ne sera possible que pour les joueurs vaccinés. Il faut savoir que Novak a toujours été plutôt réticent au vaccin. Et du flou. Oui, et était plutôt flou. Et du coup, dans la foulée, il y a son père qui annonce que Novak Djokovic ne jouera pas l'Open d'Australie. Finalement, le 4 janvier, donc il y a quelques jours, par une photo sur les réseaux sociaux, il annonce qu'il prend son départ pour l'Open d'Australie pour aller jouer. Donc tout le monde est plutôt content, mais pas tout le monde, seulement les fans de tennis, parce que l'affaire prend une autre dimension et atteint aussi la sphère politique, parce qu'il y a le Premier ministre australien Scott Morrison, pour le citer, qui dit qu'il attend la présentation de preuves pour soutenir son exemption. Parce qu'on sait donc qu'il n'est pas vacciné. Et pourquoi lui aurait un passe-droit ? C'est pour ça que ça commençait un peu à faire jaser sur les réseaux sociaux. Et donc, le Premier ministre s'en est emparé. Il est donc bloqué à l'aéroport de Melbourne à cause d'un problème de visa. On le voit là, Novak Djokovic, et comme tout le monde, mine de rien. Et quelques heures après, son visa a été annulé parce qu'il n'a pas fourni les papiers demandés. Donc, visa retiré et expulsion à venir pour Novak Djokovic. Finalement, Novak fait appel et obtient un peu de temps. Et finalement, il devrait pouvoir rester à Melbourne parce que ce matin, il a gagné son recours contre le ministère des Affaires intérieures australien devant le tribunal fédéral de la ville. Donc, il a réussi à faire annuler le rejet de son visa d'entrée. Et donc, il pourrait, normalement, pouvoir jouer ce tournoi et défendre son titre. Alors, c'est pas encore tout à fait fait. Ouais, c'est très mal dit, mais parce qu'il y a le ministre de l'immigration qui, lui, peut encore faire appel et annuler son visa. Et si c'est le cas, Novak pourrait aussi être privé de territoire australien pendant 3 ans. Donc, rien n'est fait. Il a gagné son recours. En tout cas, c'est la dernière nouvelle. Donc, ça paraît probable qu'il joue l'Open d'Australie. Il y a encore donc, ce petit détail du ministre de l'Immigration qui pourrait intervenir. Mais sinon, voilà, c'est un sacré feuilleton pour Novak. Moi, ce qui m'énerve dans cette affaire, et c'est pas le choix de Novak Djokovic, on n'est personne pour en discuter. On va surtout pas faire un débat sur, je le disais tout à l'heure, vaccin ou anti-vaccin sur ce plateau. Mais c'est l'affaire politique, et la question que je me pose, c'est est-ce que justement on va pas avoir d'autres cas dans le sport ? Parce que en vérité, Novak Djokovic, à la base, il dispose d'un visa pour pouvoir rentrer en Australie. Finalement, il arrive. Et c'est aussi la Vox Populi qui a joué contre lui, c'est-à-dire qu'on le sait, c'était l'un des confinements, le confinement le plus dur au monde qui a été appliqué en Australie. Du coup, l'opinion s'est retournée contre Novak Djokovic et les autorités australiennes ont dû prendre, on va dire, des mesures et revenir sur le visa qui lui avait été accordé. On sait qu'il y a le patron aussi également de l'Open d'Australie qui, lui, serait... Il a dit en filigrane, entre les lignes, à peu près OK pour que Novak Djokovic puisse participer. C'est on a peut-être ouvert une boîte de Pandore avec cette histoire. Je précise juste que Novak a précisé qu'il avait chopé le Covid en fin décembre et du coup, 16 décembre. Voilà, et du coup que ça lui permettait d'être immunisé. Et du coup, c'était le 10 décembre, je crois, pour 16 décembre et le jour où il a été donc là où il dit qu'il a été positif, il est dans une école sans masque. Le lendemain, pareil, il avait plein de monde sur des photos et tout, donc ça laisse quand même pas mal de doutes sur l'affaire. Et le règlement prévoyait que en fait, quand tu n'es pas vacciné et que tu as été atteint du Covid, tu dois te déclarer pour participer à l'Open d'Australie avant le 10 décembre. Et le dernier truc que je veux dire avant que tu ailles sur la boîte de Pandore, mon ami, c'est que j'adore les boîtes. Je vous conseille d'aller lire dans l'équipe l'article sur juste avant la petite histoire de Novak sur le Parc Hôtel. Donc c'est un des hôtels. Un des hôtels de Melbourne où sont détenus une trentaine d'immigrés, de réfugiés sans papier, absolument, sans visa, du Moyen-Orient ou d'Afrique. Ça fait froid dans le dos. Et l'équipe, pour le coup, a sorti cet article et ça en dit long sur ce qui se passe en ce moment dans le monde pour ces pauvres personnes. Non, mais ce qui est intéressant, justement, pour revenir sur la question de la boîte de Pandore et des possibles jurisprudences, finalement, c'est que ça arrive tard, finalement, dans cette crise du Covid et que, tu vois, il y avait des derniers des Mohicans, je pense à Kyrie Irving, je pense à Kimmich qui va se faire vacciner. Il a décision il y a 2-3 semaines.
Kyrie Irving, toujours pas vacciné, mais qui va jouer certains matchs, notamment à l'extérieur, parce qu'il ne peut pas jouer à domicile ni sur le territoire canadien notamment. Voilà, après, dans l'exemple du sport, peut-être que les gens dans le chat nous diront, mais des grandes stars du sport qui représentent leur sport, mis à part Kyrie Irving, je ne sais pas si encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes non vaccinées, à part Djokovic aussi. Donc, je pense que sur la jurisprudence, on arrive peut-être un peu tard. Mais là où tu as raison, c'est que heureusement que ce n'est pas arrivé il y a 1 ou même 2 ans au début de la crise. Sinon, ça aurait pu paralyser très le système, emmerdant. hein. Ouais, complètement. Et moi, si tu veux, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est plus la récupération, on va dire, politique qui va être faite d'un côté comme d'un autre, côté serbe comme côté australien. Et tu te dis, on a une Coupe du Monde à la fin de l'année, il y a des Jeux Olympiques d'hiver qui vont commencer dans quelques semaines maintenant. Est-ce qu'on n'aura pas d'autres cas comme ça? Parce que là, on parle plus du tout de sport, c'est vraiment de l'affrontement diplomatique et politique. Je pense à Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron là, qui ont refusé d'aller faire les championnats d'Europe qui se déroulent là cette semaine ou la semaine prochaine pour justement éviter un possible cas positif de Covid et rater les Jeux Olympiques. En patinage artistique. Et ils refusent ils sont multiples. Ils refusent. Ils sont multiples champions d'Europe. Juste avant le truc. Non, championnat d'Europe. Et ils sont multiples tenants du titre. Faut pas prendre de risques avant les JO. Avant les JO. Alors qu'ils sont tenants du titre. Incroyable. Et n'oublions pas que Terrible. moi je serais curieux d'une chose, c'est si Novak Djokovic peut jouer cet Open d'Australie, il faut avoir l'accueil aussi du public australien pour Novak Djokovic. Ça va être autre chose, ouais. Ça sera encore quelque chose d'assez différent. On en parlait tout à l'heure, dans 25 jours vont commencer les Jeux Olympiques d'hiver du côté de Pékin. C'est le moment de faire un petit point sport d'hiver avec notre ami Polo. Polo, les tricolores qui montent en puissance. On va déjà commencer à parler du géant chez les hommes avec notamment Alexis Pinturo qui s'est illustré une belle 3e place. Ça a été un peu plus compliqué après en slalom dimanche. Ouais, tout à fait. Pinturo qui va chercher son 2e podium de la saison. Alors, on est loin de ses marques de l'an dernier, complètement dominé par le Suisse Marco Odermatt qui a déjà pris une énorme avance au championnat du monde, au gros globe de cristal, pardon. On ne le reverra pas cette année. Alexis Pinturo essaie de faire sa petite vie derrière. Pas en confiance du tout. La semaine dernière à Alta-Badia, il fait 15e et 18e, je crois, d'un géant qu'il avait gagné l'an passé. Il a retrouvé des couleurs à Delbodone. Il va faire 3e d'un géant gagné encore par Odermatt, 2e Manuel Feller. Le lendemain, il participe au slalom spécial, parce qu'il y a slalom géant, la spécialité de Pinturo est slalom spécial, avec les piquets, comme ça c'est clair pour tout le monde. Et là, il fait une très bonne première manche, alors que Clément Noël, notre leader dans cette catégorie, avait déjà chuté. Son 2e abandon en deux slaloms, ça commence à être embêtant. Lui avait fait une bonne première manche, 5e, mais il se rate aussi dans la 2e. Il chute, alors qu'il était aussi plutôt pas mal parti. Ça reste un week-end plutôt bien pour le Français qui lui aussi a besoin de retrouver des repères, notamment dans le géant, sa discipline de prédilection avant les Jeux. Et puis du côté des femmes, Tessa Worley qui, elle, continue d'engranger la confiance, Polo. Notamment, alors il y a eu sa victoire du côté de Linz et elle est montée à nouveau sur le podium, c'était samedi en Slovénie. Ouais, c'est ça, il y a eu une petite dizaine de jours, elle a gagné à Linz, son premier géant de la saison. Et là, elle refait un beau podium, une belle 2e place derrière Sarah Hector, la Suédoise intouchable. Là aussi, elle a un début de saison un peu compliqué, mais au niveau de la dynamique, c'est très bon, à moins d'un mois des JO. Donc notre équipe de slalom va très bien, on le rappelle aussi pour les Français. 3 slalomers dans le top 10 avec Sarrazin et Mathieu Fèvre, si je dis pas de bêtises. Donc c'est des bons résultats d'ensemble et ça annonce peut-être de belles médailles pour dans un mois. On espère en tout cas Tessa Worley, elle, est en pleine forme. Les grandes chances de médailles françaises du côté de Pékin. Et Polo, moi, alors, je suis tombé sur un reportage samedi sur Canal qui m'a passionné sur Perrine Lafont. Ouais. Donc, du coup, je te demande des nouvelles de Perrine Lafont qui, on le sait, je t'en ai déjà parlé en plus dans c'est vrai que tu en as déjà parlé dans le Sport. Mais c'est vrai que j'étais subjugué par le parcours donc, de cette skieuse à bosse, c'est comme ça qu'on dit. Edgar Gros-Piron, c'est la fête. Exactement. d'Edgar Gros-Piron. La droite lignée. Elle avait chuté, on s'en rappelle, à l'Alpe d'Huez à la mi-décembre. Elle était de retour et notamment au Mont-Tremblant au Canada où elle a performé. Ouais, Perrine Lafont, c'est une histoire assez incroyable. On a vu toute jeune au JO il y a 8 ans maintenant. Elle avait, 16 ans, 17 ans. Elle retourne au JO 4 ans plus tard. Elle devient championne olympique. Depuis, elle a été aussi multiple championne du monde. Mais cette année, c'était plus compliqué entre un début de saison un peu difficile, un seul podium, une seule victoire. Et aussi cette chute terrible à l'Alpe d'Huez qui a fait très peur à tout le monde, à même pas un mois et demi des Jeux. C'est quand même, pour vous expliquer,
peut-être la plus grande chance de médaille française, de médaille d'or française dans ces prochains Jeux Olympiques. Donc c'était très important. La chute était vraiment violente et on a vraiment eu peur. Et ce reportage dont tu parles là sur Canal explique vraiment bien tout ça et le processus pour revenir. Mine de rien, elle n'a pas mis trop longtemps pour revenir, puisque au Mont-Tremblant, au Canada, tu l'as dit ce week-end, elle allait chercher sa première victoire de l'année en single. Elle avait déjà gagné en parallèle il y a un gros mois juste avant sa chute. Là, elle allait chercher sa première victoire en single et une deuxième place aussi la veille. Donc on attend l'album maintenant. et pour le coup, c'est une Perrine Lafont qui revient très bien et qui a repris le maillot de leader. Je ne sais même pas s'il y a un maillot, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, elle est leader au championnat du monde et elle s'impose comme la favorite pour la médaille d'or dans un mois et on espère qu'elle va la ramener. Impressionnant la reconstruction en tout cas de Perrine Lafont, et c'est dans un sujet, on va leur faire un peu de pub, ils en ont besoin, c'est le Canal Sport Club, je crois que c'est, c'est super émission. Et comment elle a remonté la pente, comment elle se sentait nulle, comment elle a perdu toute confiance et comment elle a remonté la pente, tu l'as dit, de manière très très rapide. Allez, une autre discipline de sport d'hiver qui pourrait nous rapporter beaucoup de médailles, c'est le biathlon, mon Polo, où il y a 2 Français qui se tirent bien la bourre là. Ouais, bon, on n'est pas ça pour le coup biathlon, on n'est pas inquiet. Quentin Fillon-Maillet cartonne, il a gagné la poursuite hier justement à Oberhof. Quelques jours avant, c'était Émilien Jacquelin qui avait fait 2e du sprint et qui avait à l'époque le maillot jaune qu'il a lâché à Quentin Fillon-Maillet hier. Les 2 Français sont en tête du championnat du monde de biathlon. Chez les filles, ça va aussi avec Julia Simon qui a fait une belle 2e place sur le sprint, pas l'individuel d'ailleurs, le sprint, dont je parlais tout à l'heure vendredi dernier. Un petit podium en relais mix. C'est encore un week-end plein du côté d'Oberhof pour l'équipe de biathlon français. Quentin Fillon-Maillet au top, Émilien Jacquelin toujours aussi fringant. Et cette équipe de France qui va toujours chercher des podiums. Ça va nous ramener gros aussi aux Jeux Olympiques. Et ouais, c'est dans 25 jours les Jeux Olympiques, bien sûr, d'hiver qui auront lieu du côté de la Chine, du côté de Pékin, et on les suivra bien sûr sur South Sport. C'est notre grande promesse avec notre expert, bien sûr, de l'hiver, notre ami Polo Harrer. J-3, les amis. J-3 aussi avant une prochaine compétition. Je pense que vous serez tous devant votre télé parce que vous adorez ce sport. Vous l'avez même pratiqué, je sais, au niveau professionnel il y a fort longtemps, en tout cas juste avant l'accessite du professionnel. Je parle pas de basket, je parle de handball, bien évidemment. Vous l'avez compris avec le début des championnats d'Europe, l'Euro de handball qui va commencer dans 3 jours, les gars. Alors, la semaine dernière, je ne vous ai pas apporté que des très 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 bonnes nouvelles concernant la préparation de cette même équipe plutôt morose, de France. on peut le dire, Plutôt c'était très morose, c'est vrai. Les Français, je rappelle, qui en tour préliminaire, bien sûr, vont croiser la route de la Croatie, de l'Ukraine et également de la Serbie. Alors, la semaine dernière, on parlait d'une préparation qui avait été largement compliquée, marquée par les blessures, marquée notamment par une grosse épidémie de Covid au sein de la maison du handball. Vous savez, c'est le Clairefontaine du hand qui existe notamment du côté de Créteil, par des drames personnels aussi, qui a touché notamment le gardien de l'équipe de France. Alors, pas forcément de meilleures nouvelles cette semaine, puisque le dernier absent en date s'appelle Valentin Porte. C'est le capitaine, testé positif juste avant le départ de l'équipe de France, justement pour l'Allemagne, pour disputer son seul et unique match de préparation en vue de 7 euros. Il était du coup absent, le capitaine, hier, suppléé. Et ça, je l'ai appris ce matin. Pour la première fois de sa carrière, Nicolas Karabatic a pris le brassard de capitaine. C'est quand même assez fou. Alors, on disait la semaine dernière que les Français avaient peu de références, notamment avec un système offensif, un système défensif complètement à reconstruire. On a regardé le match et malgré la défaite justement, la dernière seconde, défaite 34-35 de l'équipe de France devant l'Allemagne, l'équipe de Guillaume Gilles franchement a rassuré. Alors à rassurer, on a vu une solide défense en ligne, sauf lorsqu'ils sont passés justement sur ce système étagé, vous savez, dit du 1-5, où on a l'impression qu'il reste beaucoup de travail et très très peu de temps devant cette équipe de France. Un jeu d'attaque assez fluide, emmené notamment par l'excellent Ludovic Fabregas, excellent notamment, qui joue au Barça. On le dit jamais assez. Comme son frère, Comme son frère Sèche, avant, avec son quelques cousin années. Germain. Il y a aussi une petite plage à côté de Toulon, je vous dis ça, une petite crique. Donc Ludovic Fabregas qui a été excellent en première période. Et puis les Français qui ont manqué parfois un petit peu aussi également de maîtrise. Ils ont connu un temps faible où ils ont encaissé un 8-2 qui a été assez décisif justement dans ce match. Plus que le résultat, c'est vraiment l'état d'esprit de cette équipe de France qui nous a plu. Après, dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé pour les experts hand qui nous accompagnent pour cette émission.
Je sais pas si on peut être très optimiste pour cet Euro qui commence. Maintenant, on est forcément peut-être après avoir vu ce match un peu moins pessimiste que la semaine dernière. Ouais, Il faut pas y aller avec de grands espoirs. Moi, je pense que. C'est ça. En fait, il y a T'es toujours le champion truc, il y a- olympique, t'es champion olympique quand même. Hein. Oui, mais bon, s'il Donc, manque la moitié de l'équipe, au une bout d'un équipe qui moment, n'a rien à voir, moi, je l'entends, je dis, ouais, le truc, c'est que je pense qu'il faut pas y aller avec de grands espoirs, mais ils sont capables de faire un exploit. C'est comme ça qu'il faut y aller. Ne tombons pas dessus si ça se passe mal pendant les poules, si tu n'arrives pas à en sortir. On connaît, voilà, on a toutes les infos justement sur les absences. Maintenant, l'équipe de France de handball nous a tellement habitués à nous régaler, même si ces derniers temps, il y a eu quelques petits couacs. Ils sont capables de. Maintenant, montrez-nous. Il faut y aller tranquille, esprit tranquille, et pas de pression, les Ah, mais gars. clairement. Et puis ça montre le réservoir qu'il y a quand même. Tu vois que tous les c'est absents, incroyable. les retraités, etc., clair, les c'est clair. blessés, c'est assez impressionnant. T'as du Fabregas, Melvin Richardson qui commence à prendre une vraie place dans Oui, cette équipe c'est de vrai. France. T'as toujours les frères Karabatic. T'as Timothée Nguessan aussi. Ça reste une énorme équipe. Alors qu'est-ce que ça vaut sur le plan européen? On sait que c'est la compétition là, c'est comme au basket, hein, le championnat d'Europe de handball. C'est peut-être la compétition la plus dure à emporter, en tout cas la plus dense. On verra, mais cette équipe de France fait partie des favoris. Je pense que même avec les absents et les petits couacs de préparation, je pense qu'il faut pas négliger ça et y aller avec de gros objectifs. Moi, tu sais, Jamais négliger le cœur d'un champion. T'as raison. A dit un jour un grand homme. mais Qui ça si, c'était Tom Janovic, le coach des Rockets à l'époque. Son prénom, c'est quoi? Pas Thomas, hein? Parce que toi, non. Tom Janovic. Mais la dernière fois, tu m'as déjà fait le quiz et j'avais pas sorti. C'est peux le toujours- même prénom qu'un joueur de basket français. Evan. Rudy C'est ici. Mais moi, je me souviens, cet été, on n'était quand même pas très, très optimiste sur cette équipe de France. Ça prouve bien qu'il faut toujours les attendre. Moi, aujourd'hui, je pense que quand tu as gagné autant de trucs, quand tu as une génération aussi dorée, tu as un état d'esprit qui, peu importe les absents, tu arrives à emporter tout le monde avec toi. Surtout, en plus, tous les cadres ne sont pas absents. Quand je vois qu'il y a toujours Nicolas Karabatic, Ouais. tu as quand même un gars qui peut parler dans les vestiaires. Aujourd'hui, il ne faut pas en attendre trop, mais par contre, il ne faut surtout pas partir défaitiste à tout prix. Ah, t'as raison, et tu sais, moi, ça faisait écho même à une phrase que Nico Batum avait dit, soit sur ce plateau, soit dans une émission First Team, qui avait dit, tu sais, il y a ce fameux Club France avec ce lien entre les plus anciens, les plus jeunes, et toi, quand tu es plus jeune, ce que tu veux essayer d'apporter, en ayant la culture justement de ce qu'a fait ce groupe, le fonctionnement aussi également. Peut-être que les noms changent, le fonctionnement peut rester le même en tout cas. Et on souhaite bien sûr un superbe Euro à cette équipe de France. On l'a dit, ça commence mercredi ou jeudi, J-3, mais ce sera jeudi. Pour l'équipe de France, bien sûr, de hand, avec, je vous l'ai dit, la Croatie, l'Ukraine et la Serbie au tour préliminaire. Voilà un peu pour les news en tout cas de ce week-end. On va se regarder quelques images. Déjà un but extraordinaire. Est-ce que vous regardez la Liga, les gars, le week-end? Bien Andessa, bien sûr. À l'image de Suarez, qui n'a pas marqué depuis je ne sais pas combien de matchs. À un moment, si l'attaquant numéro 1 ne retrouve pas ses sensations, je Tu vois vois pas Griezmann aussi dans l'équipe? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est endormi. Griezmann n'est plus attaquant depuis l'Euro C'est vrai, 2016. il est joueur de Fortnite. Il fait du contre-pressing. Non, quoique maintenant il est dans les chevaux, lui. Ouais, il est oui, dans- c'est il est vrai, dans- il est c'est dans vrai les qu'il chevaux. investit dans les chevaux, Il est t'as à raison. fond dans les chevaux et on n'a pas dit, mais Karim Benzema a marqué 400 buts maintenant que le C'est Real. vrai, 300e but. 300. 300e. 300e. Ouais, 300e. Pas mal. 300e. Pas mal. Sympa, on verra ce qu'il donne par la suite, ce jeune Bah, joueur. il lui reste à dépasser Di Stefano et Raoul. Il dépassera pas Cristiano Ronaldo, c'est sûr, mais on peut l'imaginer finir 300e, deuxième. ouais. Il lui reste 20 buts, je crois. 20. Les gars, je me posais une question, ça n'a aucun rapport. Tu parlais de Griezmann qui joue à Fortnite. Il me semble que son frère a coulé Oui, mais ne le dis pas team- trop fort ici, c'est bon. le team e-sport. Parce qu'il veut investir dans le First Team, donc il faut pas trop le dire. Donc si des gens dans le chat ont des infos, je me demandais où ça en était cette C'est histoire. Griezmann. C'est des choses qui arrivent. Grisy, team Grisy. Les meilleurs entrepreneurs sont ceux aussi parfois qui connaissent bien sûr des accidents. En parlant d'accidents, tiens justement, un Ce petit n'est pas mot un échec, c'est une leçon, c'est une Manu. leçon, exactement. C'est en perdant que l'on apprend. Voilà, bien sûr. Oh Ce n'était Oh pas là le là frère là Griezmann là. qui était au volant et fort. Derrière moi, je pense que personne n'a rien vu, mais on va bien, on regarde. Tu Exactement. vas bien ah. J'ai pas compris. Alors, Remets-le. notre ami ne sait Ça va pas ce qui revenir. s'est Allez, passé. bouclez. Voilà, les Tout boucles. avait l'air normal jusqu'à ce moment. Oh là Alors, là. le Paris-Dakar, les amis, je sais que c'est pas forcément une compétition qui a bonne presse, hein, après tout ce qui s'est passé déjà au départ et tout ce qui a pu se passer par les années passées. Moi, en tout cas, je me régale quand tout se passe bien, quand il n'y a pas de mort, en tout cas, de ce genre d'images. Ouais. Sable fin, grand soleil, et puis surtout, le grand soleil aussi. Ah ouais, la caméra embarquée, je sais qu'elle plaît à Tom. Elle est exceptionnelle. Mais moi, ce qui me régale, c'est qu'il dit j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Regarde, t'es tranquillement. Hop, oh là là. Oh là 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 là. C'est sûr que les essuie-glaces Ouais, marchent mais encore, d'un côté, ça, si- hein, oh la vache. Si son copilote est sur son téléphone en même temps, c'est pas pratique. Moi, ce qui me tue, Sur TikTok, lui aussi. ce qui me tue, c'est que leur tête ne change pas, tu vas voir. Regarde, il va partir, sa tête, elle bouge pas. Le mec est flegmatique. Allez, regarde. c'est parti. On saura. Bah, voilà. De toute façon, là, tu. Je tiens à vous rassurer. À part prier, tu peux pas faire grand chose. Il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de blessés Ouais. sur ce crash.
On parlera pas forcément du Dakar, hein, qui a été émaillé notamment d'une Catastrophe. explosion. Philippe Boutron, tiens, président de l'US Orléans, club de national, qui C'est vrai, était ça. malheureusement impacté par une enquête pour acte terroriste, en tout cas, a été ouverte du côté de la France. On rappellera aussi que Sébastien Loeb, qui est fantastique sur ce Dakar depuis le début de l'édition, a connu une avarie la semaine dernière et ça sera très très compliqué en tout cas pour la gagne et pour la Moi, j'étais que victoire au Vendée finale. Globe, moi, les avaries, je comprends plus rien. Les C'est à peu près la même compète, sauf que c'est sur du sable. C'est à peu près bien sûr la même chose. Et puis les gars, je vous laisse le mot de la fin pour ces news. Il y a eu un contre Des cours, tu l'as vu ou pas? incroyable. Ah, Je l'ai tu pas l'as vu. vu, tu as- Non, Tu l'as pas vu? Et de plus en plus dans le 5, hein, j'imagine. Oui, bah là, Vu les c'est Lucas perfs. Là. qui est, hein, pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, c'est Lucas devant lui. Lucas qui va y aller. Vous connaissez l'amour que Avec les Steph. fans portent à Luka Doncic. En tout cas, voilà, une belle image pour refermer ces news. Je ne sais même pas comment reprendre derrière ça. C'était absolument fantastique. La NBA, on va en parler dans quelques instants, puisqu'on évoquera forcément le retour de Klay Thompson. On va en parler tout de suite. On garde l'audimat comme la semaine dernière. On repousse un petit peu le mot de Tom pour parler tout de suite, bien sûr, NBA. Klay Thompson faisait son grand retour. Retour gagnant. On va en parler tout de suite. C'était cette nuit, c'était la perf du week-end, même de la semaine, on peut le dire comme ça. Le grand retour de Klay Thompson, le joueur bien sûr des Warriors qui faisait son retour après 941 jours d'absence, miné par 2 graves blessures. Il y avait eu une rupture du ligament croisé au genou gauche, puis une rupture du talon d'Achille. Une bonne nouvelle pour Golden State. Du tendon d'Achille. Du tendon d'Achille. Hein, Tendon d'Achille. Bah, attends, t'as dit talon. oui, t'as raison. d'Achille. C'est une, C'est au même autre endroit. histoire. C'est une autre histoire, t'as raison. Mais non, c'est la mythologie. gros. C'est Brad Pathologie. Pitt. C'est Brad Ah oui, Pitt. bah, bien sûr, le tendon d'Achille, Il a c'est été trempé dans le fleuve, mais pas Tout à au niveau fait. du tendon. Et hop, il s'est pris une Tendon flèche dedans et d'Achille. c'était terminé. Ouais, Ouais, parce qu'ensuite, il y avait Petit un cours dessin d'histoire animé qui s'appelait Achille Talon. C'est pour ça que je dis Voilà, ça. oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est pour ça. T'as juste un C'était dessin quoi animé. cette merde Je sais déjà pas, un gars là, Ouais, un ça me gros parle. pépère là. Je sais même pas ce C'était qu'il faisait. je sais plus trop ce qu'il faisait, mais Achille ouais. Talon, Il mais a pas marqué Achille notre Talon, je me souviens enfance. de même du générique. Il Bien était sûr. catastrophique. Mais un Achille, non, pas du tout. Non. Allez, vas-y, enchaîne. Donc c'était bien le tendon d'Achille et une bonne nouvelle quand même pour les Golden State, ses amis qui ont retrouvé bien le duo de shooters fous dans l'espoir notamment de retrouver les sommets. Les Warriors vont devenir un vrai problème pour cette ligue. Parce que là, Klay Thompson a montré la nuit dernière qu'il va falloir compter avec lui dès maintenant. Après, il y a toujours cette règle un peu quand tu reviens de blessure, tu es souvent très fort le premier match et c'est les deux prochaines semaines qui jugent un peu ton réel niveau. Donc j'attends de voir. Moi, il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est que Klay Thompson, moi je l'ai laissé joueur exceptionnel, hein, mais plutôt taiseux. Plutôt pas dans la célébration. Et hier, je l'ai trouvé très expressif. J'ai l'impression que ces 2 ans, il a vu qu'il y a eu beaucoup d'amour envers lui. Moi, je me souviens de cette image où il sort quand il se blesse et qui vient faire les lancers comme un peu l'avait fait Kobe à l'époque. Ça a touché pas mal de gens et je pense qu'il a gagné de la sympathie. Déjà, il avait un capital sympathie. Personne n'aime pas Voilà. Klay, quoi. Ouais, Tu vois, il y il a pas a de donné haters. liberté, Ouais. quoi. Personne ne déteste ce joueur. Et là, je l'ai trouvé, je sais pas, plein de smiles et tout. Ouais, il m'a bien régalé. Donc, ouais, il y avait le retour de Kyrie il y a une semaine. Mais C'est pas c'était. le même impact. Hein, Mais voilà, tu vois. c'était Ouais, avec c'est le clair. recul, c'est quand même celui-là qu'on attendait le plus. Et ouais, ça, franchement, il régale. Joueur clé du système, vous l'avez Oh, dit. joueur clé du système. On a vu aussi que Ah ouais. mentalement, il apportait quand même des choses à son équipe parce que tu vois les célébrations entre guillemets du banc, tu sens quand même que ça peut donner de l'allant aux Warriors. Est-ce qu'il va falloir essayer de le gérer là dans les jours qui viennent parce que à la différence du foot, les matchs ils s'enchaînent en NBA et que quand ça fait quoi 2 ans, plus de 2 ans que tu n'as pas joué, C'était le 3 juin. peut-être qu'il va y avoir un traitement Il est- peut-être un peu Il particulier. est géré. pour son Il a, même hier soir, malgré que 20 minutes, son énorme volume de tir, il a quand même été géré au niveau des minutes qu'il a joué. Il va continuer à l'être. Mais ça, pour le coup, c'est une vraie bonne question que tu poses, Manu, parce que ça fait plus de 900 jours qu'on l'avait pas vu en NBA. C'est un joueur qui joue dans une équipe qui, contrairement aux années précédentes, a toutes les chances d'aller jouer le titre, pourquoi pas, avec déjà le retour de Klay, le retour de Wiseman, avec une équipe qui tournait déjà très bien sans lui. Elle est première à l'Ouest, encore actuellement, avec Stephen Curry qu'on voit derrière toi, Manu, et Draymond Green aussi en leader. C'est une équipe qui va avoir besoin de lui, donc il ne faudra pas non plus le cramer. Donc ça, on fait confiance au staff médical. Mais en tout cas, on l'a vu cette nuit, malgré la hype, malgré les attentes, après 4 minutes de jeu, il est parti s'asseoir sur le banc. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas se laisser griser, et c'est ce qu'il faut continuer de faire. C'est ce qu'ils vont faire de toute manière. Ils sont très forts pour ça, pour la gestion des joueurs. Le but pour ces Warriors, c'est d'arriver à 100%, mais comme toutes les équipes en NBA, d'arriver à 100% en avril, au moment des playoffs. Donc ça laisse 3 mois et 4 mois même le préparer. à Klay Thompson pour retrouver
peut-être pas son niveau d'avant, mais en tout cas ne plus être gêné du tout par les blessures, par l'enchaînement des matchs. Donc ils ont largement le temps. Personne va lui demander de jouer 30 minutes par match. Ils en ont pas besoin. Ils ont un effectif, une profondeur de ouf. Pendant son absence, c'est Jordan Poole qui s'est révélé cette saison. Et il va retourner sur le banc. Il est très content de retourner sur le banc parce qu'il sait qu'il y a un vrai gars qui repasse devant lui. Donc ils ont absolument... Tu vois, tous les feux sont ouverts, tout va bien se passer. Il va revenir dans un système qu'il connaît par cœur. Moi, j'ai aucune crainte sur le fait que il va jouer ses 20-25 minutes tranquille, pas Comme plus. le dit Tom, la NBA c'est Game of Thrones et celui qui va gagner la ligue cette saison, c'est celui qui va arriver le plus en forme, qui va éviter le plus les blessures, le plus de cas de Covid. Et à ce jeu-là, ils auraient tort de prendre des risques avec Et ce qui est bien, c'est que sur les 3 prochains matchs, ils vont pouvoir se tester quand même correctement. Ils vont affronter les Grizzlies qui sont en pleine forme. Ils vont affronter les Bucks, qui sont peut-être les favoris numéro 1 pour le titre avec les Nets. Et ils vont aussi affronter Chicago qui est en pleine bourre. Donc les 3 prochains matchs, ça va donner un petit aperçu de ce que peut apporter Clay face aux grosses teams. Dans l'histoire récente, les gars, de la NBA, des comebacks comme celui qui a été fait par Klay Thompson, vous avez des idées comme ça, des images en tête Le premier, c'est Kevin Durant. Ouais. Kevin Durant qui d'ailleurs sur la même série contre les Raptors en finale 2019, on s'était fait une rupture du tendon d'Achille. Il était lui aussi blessé, il était revenu un peu tôt, justement parce qu'il fallait jouer cette finale. Ils étaient en galère. Il a mis lui aussi 1 an à revenir, Kevin Durant, et il est revenu à 100% avec les Brooklyn Nets. On se souvient que l'année dernière en playoff, il est fantastique. Donc ces 2 joueurs nous ont manqué vachement de temps. Là, le prochain retour qu'on attend, c'est celui que Kawhi Leonard, qui fait les croisés en playoff l'année dernière, lui aussi avec les Clippers. Donc il y a plein de joueurs qui vont revenir. Nous, on souhaite qu'ils soient tous à 100%. C'est toujours pareil. Sûr, bah oui. Le sport ne doit se juger que si les gars sont à 100%. Non, et après, on peut dire, t'es nul, t'es le meilleur, t'en as un. Mais si les gars jouent pas, franchement, on est là comme des cons. On en parlait avec OM Bordeaux tout à l'heure. Là, c'est pareil. La NBA souffre beaucoup du Covid. Je sais pas pourquoi Tom il rigole. Non, c'est pas parce qu'entre la NBA et Bordeaux, je pense. Puis on parle Le plaisir et l'ennui, quoi. Et on parle des meilleurs joueurs. Donc Je pensais que j'ai raté une mauvaise blague dans le chat, mais non, mais ce qu'on veut voir, c'est les meilleurs joueurs sur le parquet. Et depuis le début de l'année, que ce soit dans tous les sports, dans toutes les compétitions, toutes les disciplines, c'est pas le cas et c'est ça qui est dommage. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Paul George dans le chat. Paul George, on se souvient de cette blessure avec Team USA où il s'est complètement cassé la jambe pendant un été. Il est revenu finalement, il a été meilleur même après coup, c'est arrivé assez jeune. On peut penser à Gordon Hayward aussi, premier match de la saison avec Boston, il se pète la cheville qui finit comme ça, là, comme on adore. est-ce qu'il est revenu avec du recul? Est-ce qu'il est revenu aujourd'hui à son niveau? Gordon Hayward, Ouais. moi je pense que oui, moi. Là, il est dans un creux, il est dans un petit Ouais, mais creux. bon, globalement, il a fait des grosses. C'était pas MVP, saisons, donc voilà. Moi, non, mais celui qu'on n'a pas cité, c'est Derrick Rose. Et moi, pour l'avoir vécu plein fer, puisque c'est l'époque de ma vue, j'ai le plus suivi la NBA et je suis grand fan des Bulls. La double blessure, ménisque, ligament croisé, etc. de Derrick Rose, ça a été terrible. Et lui, ça n'en est jamais remis, c'est ce que tu vois. Oui, après, ça n'en est jamais remis. Il est jamais revenu à son meilleur niveau, mais c'est vrai que c'est un débat qu'on pourrait. Un mec qui est MVP, qui revient, qui finit 6e homme. Paul George, pour le coup, il est revenu au moins. Ah, mais c'était ça la question de base. J'ai l'impression, ouais. Non, excuse-moi, parce que tout à l'heure, je lisais un message. Merci, Paul, n'hésite pas à arriver. Alors, en 5 minutes, on parle d'Alexis Pinturo, si tu veux tout savoir. Les retours les plus impressionnants de NBA, mais j'imagine que c'était pas ça, puisque c'est ce dont on va parler bientôt. Exactement. Et pas que NBA. Les grands comebacks. Je vois notamment que Moshe Diouf qui nous a dit l'un des plus grands comebacks en dehors de la NBA, c'est Monica Seles. On va en parler dans quelques instants, mais juste avant cette rubrique que vous plébiscitez, le mot de Tom, et cette semaine encore, il est énervé. En attendant donc le grand dossier de la semaine consacré au comeback issu bien sûr de retours de blessures, pas des retours de retraite, uniquement des retours de blessures, ce sera le grand sujet de tout à l'heure. Mais là, il faut qu'on se dirige tout de suite vers Tom parce que parfois, lui, il se demande si le journalisme sportif avait autant de saveur avant qu'il n'arrive lui-même dans le métier. Il est là aujourd'hui pour nous parler de l'évolution justement du journalisme. C'est le mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars. Hier, comme chaque dimanche que Dieu fait, je me baladais sur les réseaux à la recherche d'actu et de drama pour écrire ma chronique. Parce que je vous rappelle quand même que plus il y a des choses terribles et scandaleuses, plus le potentiel de blague est immense. Donc je scrollais mon feed Twitter et en lisant certains tweets de journalistes, ça m'a fait réfléchir sur cette évolution du métier de journaliste que j'aime tant. Des journalistes de merde parce que vous véhiculez la bien-pensance. Il y en a marre de la doxa. Vous comprenez ça ?
Ah oui, j'ai bien compris, voilà, je parle de ce métier de passionné pour des passionnés, évidemment. Et c'est vrai qu'en parcourant les réseaux, je me demande si on n'est pas en train de prendre la mauvaise direction. Alors qu'est-ce qui a changé, Tom, dans le métier de journaliste sportif? Moi, je trouve déjà que son essence première, c'est un peu perdu avec l'explosion des réseaux sociaux, celle d'informer, de raconter, de rapporter. Aujourd'hui, quand je regarde Twitter, je vois plus vraiment de demi-mesure chez les journalistes, mais plutôt des avis de gars au bar qui boivent des demi sans mesure. J'embrasse évidemment Tonton s'il me regarde. Ça veut pas dire que les avis sont faux, du moins pas toujours, mais les positions sont trop tranchées sans qu'on puisse réellement pouvoir débattre. Par exemple, Daniel Riolo qui va répéter que Verratti est une surcote énorme, ça c'est un avis cinglant. Jérôme Rotten qui va déglinguer Jean-Michel Aulas après les incidents, ça c'est un avis cinglant. Pierre Ménès qui va toucher la poitrine d'une hôtesse, ça c'est à cause du traitement. Vraiment, les réseaux sociaux, je trouve, ont bouleversé ce monde des médias. Aujourd'hui, plutôt que de discuter de l'info, on va chercher la phrase qui va buzzer et être prise de partout, le tweet qui va marcher pour finir en top tendance. J'ai vraiment cette impression qu'aujourd'hui, exister dans le monde du journalisme, c'est avoir un avis fort, ou sinon tu bosses chez Quotidien. Pourtant, tout n'est pas noir ou blanc. Le journalisme, c'est du gris. C'est l'analyse de la discussion, des positions qui peuvent changer avec le temps. C'est prendre parti pour libérer Britney Spears de sa tutelle et regretter après avoir vu ses photos à poil sur Instagram. Le journalisme, c'est avant tout une pensée qui n'est surtout pas figée. Est-ce que justement tu trouves, Tom, que les réseaux sociaux sont quelque part un peu en train de tuer le métier là? C'est difficile à dire, il y a des bons et des mauvais côtés. Les bons côtés, c'est par exemple Romain Molina, qu'on peut considérer comme un journaliste des réseaux sociaux, avec les bombes qu'il lâche exclusivement chaque semaine sur la toile. D'ailleurs, moi, c'est le seul que je vais éviter de vanner, parce qu'il a peut-être des infos sur moi. D'ailleurs, je préfère le dire avant qu'il le sorte. Oui, quand j'avais 15 ans, j'ai embrassé une fille alors que j'étais en couple. Et j'en suis désolé. Romain vient de puter quelque chose. La copine du journaliste Tom Servino couche avec son prof d'escalade depuis ses 15 ans. Coup dur. Un autre tweet. Il a aussi été adopté, témoigne de ses parents. Ok, bon. Pas cadeau de continuer cette chronique. Mais non, Romain Molina, c'est vraiment une bonne chose pour le journalisme. Et c'est sincère. Non, plus sérieusement, c'est un exemple de la force aussi des réseaux sociaux pour pousser des enquêtes et donc servir le journalisme d'une certaine façon. Donc finalement, il n'y a pas que du mauvais. Le problème, c'est quand tu essayes de te servir du journalisme pour buzzer. Tu prends l'exemple de Gilles Favard sur l'équipe 21, qui n'est pas un pur journaliste, mais qui est considéré que tout comme. En 2015, il annonce l'arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG, comme il aurait pu annoncer le retour de Michael Jackson sur scène en février. Sans réelle info, pas de source sûre, ou alors là même qui m'avait annoncé la venue de Christophe Galtier à Lyon. Aucune sécurité. Mais au final, cette annonce, elle a été reprise de partout. Et lui, il s'est fait un nom. Alors, est-ce qu'il a eu tort? Alors, faut pas en faire une généralité, tous les journalistes ne sont pas à la poursuite du buzz. Ça se trouve, Gilles Favard ne l'était même pas. C'est pourtant ce qu'on voit le plus, parce que c'est aussi la règle des réseaux sociaux. Certains vont détester Daniel Riolo sans jamais avoir écouté une seconde de l'afterfoot, seulement à cause d'un tweet posté ou d'un extrait de l'émission qui a tourné. C'est là toute la difficulté de ces plateformes que sont Instagram, Facebook ou Twitter, qui rendent parfois le journaliste trop starifié, à un point où il en devient plus important que son sujet. La frontière est fine, mais tellement importante à conserver pour que le métier de journaliste, et plus particulièrement de journaliste sportif, reste un métier pour informer, discuter, débattre, plus que pour divertir. Merci beaucoup, Tom, pour cette très très belle rubrique sur justement l'évolution du métier de journaliste sportif, qui parfois peut se péricliter avec le métier d'influenceur. On l'a bien vu à travers certains noms que tu as cités. Juste petite réaction en plateau, Tom et Polo, c'est un sujet qu'on avait déjà traité à l'époque dans la classe foot, pour ceux qui suivaient bien sûr à cette grande époque. Où est-ce que vous vous situez par rapport au parti pris de Tom là, dans sa chronique ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut différencier plusieurs types de journalistes et que dans ce mot journaliste, il y a certes des choses communes à chacun des gens qui exercent ce métier, mais je crois que quand tu fais de l'éditorial comme Daniel Riolo, tu n'es pas exactement dans la même position qu'un journaliste, sans faire le grand écart du grand reporter sur les zones de guerre, j'irais sur celui qui raconte une histoire et les faits d'une histoire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de courants dans le journalisme. Ce qu'on peut regretter, c'est que certains aillent dans ce métier, pas par la passion que ça doit animer, de raconter des histoires, mais plutôt par la fame que ça peut apporter. Et aujourd'hui, on sait combien l'image d'abord, mais les réseaux sociaux ensuite apportent de la fame, donc des abonnés et de l'influence justement pour monnayer cet impact. Question bête avant de te donner la parole, Polo, t'es déjà tombé sur des journalistes que tu voulais recruter par exemple, et quand tu leur disais pourquoi tu fais ce métier-là, genre parce que j'aime faire de l'antenne, j'aime me voir par exemple, genre, oui, c'est déjà arrivé, absolument, c'est déjà arrivé, oui. Ça n'est pas
c'est pas pour autant que c'est pas des bons journalistes. Non, complètement. Parce que quand tu restes dans ce que nous, on va considérer des limites acceptables, il n'y a pas de souci. Quand les gens s'emportent et vont trop loin sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, c'est là qu'on peut le regretter. Je vais complètement dans le sens de Tom, c'est qu'à un moment donné, quand un sujet te dépasse, ferme ta gueule parfois. Même, t'as le droit aussi de la fermer, ça marche pour tout le monde, mais encore plus pour les journalistes. Moi, j'ai un avis assez tranché sur la situation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, mine de rien, ils sont de moins en moins... Alors qu'il y a de plus en plus de journalistes qui sortent d'école, etc., je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui peuvent se définir comme réels journalistes. Je pense que même des gens comme nous, qui donnons nos avis, qui prenons des partis pris, ne sont plus des journalistes à partir du moment où on ne relate pas des infos de manière factuelle sans prendre de parti. Et ça va de ça, mais ça va jusqu'à beaucoup de choses. Est-ce que Daniel Riolo est un journaliste ? Est-ce qu'il n'est pas plutôt devenu un consultant ? Il y a plein de trucs, de questions qu'on peut se poser. Moi, je pense que le mot journaliste est très galvaudé, dans le bon comme dans le mauvais sens. On a vu ces derniers temps, sur un sujet qu'on n'abordera pas dans cette émission, des gens mettent tous les journalistes, quel que soit leur métier, quelle que soit leur fibre journalistique, dans le même panier, dans une case. Enfin, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est de plus en plus mal vu. C'est un métier qui est pour moi de moins en moins bien pratiqué. Et c'est un métier où on promet à des jeunes qu'ils le sont, alors qu'ils ne sont pas grand-chose, ou en tout cas, ils ne sont pour l'instant pas grand-chose. Donc, moi, je suis embêté. Moi, je pense que, comme je l'ai dit au début de ma prise de parole, des journalistes, il y en a de plus en plus qui pensent l'être, mais il y en a de vrai, il y en a en fait de moins en moins. C'est-à-dire quoi, tu considères que le journaliste, quel est son métier de base ? C'est quoi, juste de relater des faits ? Qu'est-ce qu'on fait des autres qui vont, pourquoi pas, enquêter, donc donner un... L'enquête Si tu n'enquêtes pas, t'es pas un journaliste. Relater des faits, moi, j'ai du mal à me dire qu'un journaliste est un mec qui prend des partis et qui prend pas des partis, enfin des partis pris. C'est déjà, moi, il bascule côté éditorialiste. Alors. Il est dans l'éditorialisme. Donc, ça peut décoller d'une recherche des faits aussi. Je pense qu'on gagnerait aussi à commencer à splitter un peu les différentes formes du journalisme qui avant étaient toutes reliées. Maintenant, il y a tellement de choses. Il y a les gens qui donnent leurs avis sur Internet, mais qui en même temps font des super enquêtes, etc. Où là, où ils sont beaucoup moins partis. Enfin, c'est très compliqué. Je pense que c'est une vraie nébuleuse dans laquelle c'est difficile de s'identifier. Il y a les journalistes, vous avez raison, avec l'évolution de la forme que ça peut prendre, etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à un moment donné le public ? J'ai l'impression que la génération de nos parents ou grands-parents avait besoin d'avoir les faits pour se faire une opinion. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus là à se faire dicter, un peu ce qu'a dit Tom, à se faire dicter une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière de dire, et que les gens, ils veulent le résultat final, ils veulent pas les faits et se faire leur propre opinion. C'est plus écouter l'éditorialiste et suivre le courant. Ils veulent écouter l'éditorialiste qui pense comme lui. Ça, c'est vrai. Après, moi, je n'irais pas jusqu'au fait de nos parents avaient besoin d'eux. Il y avait aussi l'idée qu'avant, ce qu'il y avait écrit dans un journal était une vérité. Exactement, tu as raison. Moi, je crois aussi que le journaliste, en fonction de là où il travaille, il prend déjà parti. Donc, tu vois, en fonction de ton journal, en fonction de la chaîne de télé dans laquelle tu travailles, je suis désolé, mais tu prends déjà parti. Je suis pas d'accord. Ça marche avec la presse écrite. Mais aujourd'hui, est-ce que le gros du journalisme, c'est la presse écrite Non, mais je l'entends, mais je dis juste que le journaliste... Tu travailles à l'équipe. Tu prends quel parti pris ? Et peut-être l'équipe. Mais là, tu prends l'exemple des journalistes sportifs. Honnêtement, on s'en bat les couilles des journalistes sportifs. C'est quand même la base de la chronique de Tom. Oui, je sais, mais par rapport au fait d'être éditorialiste, pour des sujets un peu plus importants, et les journalistes, heureusement, vont sur des sujets un peu plus importants que le sport, et heureusement, j'ai la sensation qu'en fonction de là où tu écris ta tribune ou ton article, tout de suite, il y a déjà un biais, quoi. Évidemment, mais ça a toujours existé. Moi, je pense donc c'est un peu dommage de regretter qu'aujourd'hui les gens prennent parti. Je crois que les journalistes ont quelque part. Mais là où ou alors c'est sur une chaîne info. Moi, je regrette pas du tout que les gens prennent parti. Au contraire, sinon nous, qu'est-ce qu'on aurait à faire ici ? Mais par contre, ça en découle de quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai du mal à me considérer moi comme journaliste et à vous considérer aussi. Tu devrais, parce que tu fais quand même un travail de journaliste. Moi, quel travail de journaliste je fais ? Je pense que tu fais un travail de journaliste lorsque tu es en train de monter ton émission pour Roue Libre et que tu te renseignes, que tu regardes, que tu as ton avis, tu as ton vécu, que tu es sur place, que tu vas avoir une info. Parce qu'on monte, c'est ça le travail des émissions de manière globale de talk où on donne nos avis.
Moi, c'est Non, mais là, mais c'est pas un mal de dire qu'on n'est pas des journalistes. Non, je suis pas d'accord, moi. Quand tu es à Porte de Clignancourt et que tu enquêtes sur le proxénétisme. Pardon, c'est pas du tout. Non, mais en tout cas, voilà, c'est un sujet qui est passionnant. On pourrait passer, je pense, des heures. Je me souviens déjà qu'on n'était pas d'accord. Bah oui, mais parce que parlé. c'est-à-dire que si tu étais dans une mission de l'équipe, et ben tu serais journaliste et pas sur First Team, c'est dommage. Attends, j'ai pas écouté ce que moi je disais le chat. Si tu faisais exactement la même émission, mais ailleurs, dans un média que tu considères peut-être, et ben tu dirais que là tu étais journaliste à l'équipe par exemple. Tu vois, là, même si cette émission est un peu différente, je considère Manu comme un journaliste, je ne nous considère pas nous comme des journalistes. Et pourquoi pas Pourtant, mais on a étudié les faits. Quelle est la Un travail de différence recherche Quelle est la différence C'est intéressant. Manu, dans le rôle d'un présentateur classique, même si dans cette émission, mine de rien, on prend quand même beaucoup parti, Manu aussi, le rôle d'un présentateur classique, c'est de présenter les faits et d'amener les faits à des gens qui vont mettre leur avis là-dessus. Et à partir du moment où nous, on met un avis subjectif sur la question, enfin, pas subjectif. Mais c'est pas qu'un avis. Bah ouais, moi je combine le ressenti, le travail en amont. C'est un avis où on va un peu plus loin que l'info factuelle. Bah, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut se considérer toujours comme des journalistes ? C'est une bonne question. Moi, en fait, la chronique, elle part pas vraiment de ce point de vue-là. C'est pas parce que tu donnes ton avis pour moi que tu n'es plus journaliste. En fait, je mettais en avant ce qui est en train de l'impact des réseaux sociaux. Moi, le problème, c'est pas que Riolo donne son avis. Moi, Riolo, j'adore l'écouter. Le problème, c'est qu'il y ait les 20 secondes qu'on va ressortir sur les réseaux sociaux, c'est quand il va défoncer, par exemple, Verratti pendant 20 secondes. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus de journalistes commencent à le comprendre et commencent à chercher, un peu comme le faisaient les gens de la télé-réalité, on va pas se cacher, après le buzz de Nabila à l'époque, à trouver la petite phrase qui va faire que tu vas ressortir sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai peur juste que ça pousse dans un excès de trouver la punchline et que finalement le fond ne compte plus autant que la forme. Maintenant, sur le fait qu'un journaliste donne son avis, ça ne fait pas lui directement un éditorialiste. Je trouve que les journalistes peuvent donner leur avis aujourd'hui. Un éditorialiste, c'est celui qui, comme tu l'as dit, va dépasser un peu son sujet. Tu vas l'écouter pour avoir son avis plus que pour avoir les infos. Mais qu'est-ce que font les gens qui regardent les vidéos First Team ? C'est quoi notre plus-value ? C'est exactement ça. Mais non, parce qu'on a des infos. On a de l'analyse quand même. Non, mais bien sûr qu'il y a de l'info. Je dis pas qu'on est devenu. Je suis désolé, mais les gens viennent voir nos vidéos pour avoir des avis forts et des avis tranchés sur certains thèmes. Mais pas que. Tu oublies aussi tous les gens, par exemple, il y a tous les ayatollahs du sport que nous sommes, nous, honnêtement, parce qu'on suit tout, on est à fond, on est des malades. Mais il y a aussi, dans notre public sur First Team, quand je prends que la NBA, des mecs qui n'ont pas eu le temps de regarder les 3 dernières semaines de NBA et qui viennent s'informer. Moi, j'ai reçu un nombre incalculable autour de moi, ça peut être mes potes, ça peut être au sens très large, des gens qui vont peut-être pas regarder les matchs, qui n'ont peut-être pas Twitter. Et donc, la manière de s'informer sur la NBA, c'est de regarder nos émissions. Donc, dans ce cas-là, oui, il y a un avis, mais ça part toujours d'une base journalistique, du travail de base, de dire, hier, le truc le plus basique, mais là, ce qu'on a fait tout à l'heure, oui, il a mis 17 points. Voilà, on va aller plus loin maintenant. Parce que le travail... C'est exactement ce qui s'est passé. Manu a dit... Retour de Klay Thompson, il a mis 17 points, etc. Et nous, on a apporté des tips sur la manière dont Golden State... journaliste, en fait, ce qui est intéressant, c'est dans la nuance qu'on apporte. Et c'est Tom l'a très très bien dit dans sa chronique. Il dit le journalisme, c'est jamais blanc ou noir, c'est gris. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de blanc, il y a toujours un peu de noir. Et c'est vrai que parfois, avec certains éditorialistes, t'as l'impression que, non, quelque part, le gris, c'est pas vendeur. Donc je vais vendre du blanc, je vais vendre du noir, tu vois, quelque part. Et voilà. Et pour répondre aussi à pas mal de questions et de réactions dans le chat, on avait osé Dieff, je crois qu'il nous disait ça. Il disait en fait un journaliste c'est un mec à la carte de presse. Et ça c'est aussi un problème dans notre métier. Bien sûr. C'est que, par exemple, autour de cette table, je pense qu'il n'y en a aucun qui a encore aujourd'hui la carte de presse. Et pourtant, je pense qu'on fait beaucoup plus plus que certains qui disposent de la carte de presse et ne sont pas du tout journalistes. Mais ça, je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui, en plus de ce message, a rajouté, c'est quelqu'un qui a un diplôme ou une carte de presse. Moi, pas forcément. Bah non, pas forcément du tout. Moi, j'ai un diplôme. Si j'avais voulu demander la carte de presse à l'époque où j'étais en alternance, j'aurais pu la demander aussi. Je l'aurais encore peut-être aujourd'hui. Et puis, on est bien placé pour du sentiment du fait que j'ai pas l'impression d'être un journaliste à 100%. Tu devrais mieux t'estimer. Mieux t'estimer, je pense. C'est pas une question d'estime. Mais moi, je me dis pas que c'est une fin en soi d'être un journaliste ou que c'est mal vu d'être éditorialiste. Non, mais sans aller jusque-là, je dis juste que je pense que tu oublies quand même
les fondamentaux de ce métier. En tout cas, Je dis pas que je l'ai jamais été, je dis que je l'ai été, je dis que je pense qu'aujourd'hui, je le suis plus. mais tu l'étais plus quand tu écrivais des brèves sur Basket USA. Ouais, je pense, ouais. J'ai l'impression ouais, que Je pense toi, que j'étais plus toi, proche du toi, texte. tu considères- J'étais plus dans les... Vision un peu à l'ancienne. Ah ouais, journaliste. pour toi, le mec qui ouais. fait une brève et qui dit. Mais dans ce cas-là, il ne raconte rien. Dans ce cas-là, on met quoi? Mais même les streamers, sont des Certains, journalistes, peut-être. etc. Bah, c'est Non, parce que tous relatent des infos. certains peut-être Parce que regarde, peuvent faire un travail journalistique. dans le récap- les journalistes dans le peuvent récap faire. dans le récap qu'on va voir dans une demi-heure sur cette chaîne, il y a énormément d'infos, de gens qui donnent des news sur le high-tech, le jeu vidéo, Il y en a des journalistes, l'e-sport, hein. etc. Il y en a des journalistes. Bah, dedans. mais demande-leur s'ils se considèrent comme des journalistes et pas Mais- comme des streamers. Tu vois, non, mais en fait, pas- c'est juste ça que je veux dire. C'est pas la question, je crois. C'est hein. C'est que l'ubérisation du métier qui Bah fait ouais, que ça a pris plein de formes et c'est difficile c'est ça. d'avoir Donc soit une on met seule tout et le même monde définition. dans le même panier du journalisme, et ça je peux l'entendre aussi, soit on vraiment Mais on tu veux dire, segmente, soit on segmente, et dans ce cas-là, qu'on n'appelle pas tous les gens journalistes. Toi, Surtout toi, quand ce on que veut tu veux leur- dire, c'est quand même à partir veut du dire du moment où tu personnifies un peu l'info, c'est que t'es plus journaliste. Moi, je Genre, pense. par exemple, une brève Basket USA, ça marche parce que si tu enlèves ton nom, ça ne change rien. Alors que c'est vrai que si on vient regarder. Ça veut dire que les ouais. journalistes sur France Télé qu'on voit à la télé depuis 30 ans, c'est pas les journalistes. Et Mais Black pourquoi Teta pas nous Ils dit, donnent pas dans plus ces leurs cas-là, infos que Zoulou, ça. Les reportages, c'est du factuel. Quand quelqu'un est Non, mais je dans te zone parle de des- guerre et qui t'explique ce qui s'y passe, il n'est pas en train de te dire ah putain, mais là je suis pas trop d'accord avec l'avis avec ce que fait Israël en Palestine. Enfin, tu vois, je te prends un exemple. Ouais, d'accord. Non, mais tu vois, le Sujet suivant. journaliste sur France TV ne prend jamais de point de vue. C'est ça que je veux Ça, c'est dire. vrai. Mais c'est un débat, on pourrait l'avoir pendant. On pourrait des l'avoir heures. pendant des heures et je pense que ça continuera après cette émission, bien évidemment. Merci Tom, c'était encore brillant. Le mot de Tom, bien sûr, à retrouver toutes les semaines dans House of Sport. De l'humeur, du journalisme et aussi quelques blagues qui, pour le coup, eh bien, viennent mettre en relief justement tout Quel est l'aspect mon métier finalement? journalistique de son métier. Exactement. Les gars, le grand dossier de la semaine, les comebacks dans le sport. Quel est pour vous le plus grand comeback du sport? C'est génial parce que j'ai vu tout à l'heure que dans le chat, ça a listé à peu près les 10. On avait dit, ouais. On s'était dit, on n'est pas dans l'erreur. On ouvre tout de suite le grand dossier de la semaine. Les grands comebacks du sport. Alors attention, on va préciser cette définition pour qu'on se comprenne bien tous ensemble, les amis. Des comebacks liés notamment à une blessure. C'est-à-dire que tout ce qui est comeback, entre guillemets, volontaire, ne sera pas abordé. Le retour de Michael Schumacher en Formule 1 ne sera pas abordé. Le retour de Michael Jordan ne sera pas abordé. On pourra en citer plein comme ça. Zinedine Zidane en équipe de France, ce ne sera pas abordé. Ça ne rentre pas dans nos critères, dans nous les critères. Mohamed Ali aussi. Mohamed Ali aussi, tu as raison. Et Foreman aussi, George Foreman, non plus, ne sera pas dans cette shortlist. Les critères, je vous les donne forcément. C'est quelqu'un qui a vécu, eh bien, à un moment donné, une grave blessure qui l'a obligé à s'éloigner du sport. Et du coup, eh bien, qui a réussi notamment ce comeback. Les gars, à l'appel, je vous redis un peu les noms qui étaient cités notamment dans le chat. On a eu du Niki Lauda, du Monica Seles, du Lance Armstrong, du Ronaldo, du Rafael Nadal, du Tiger Woods, du Tom Brady, du Hermann Mayer. Bien sûr, il faudra bien sûr le citer. Michael Schumacher, c'est vrai qu'on aurait pu le citer après son accident de 99. Bravo, Moshe Diouf, toujours bien inspiré. Les gars, c'est quoi votre comeback préféré, le truc qui vous a le plus marqué dans l'histoire du sport? Le comeback préféré ou le plus grand comeback Celui pour toi qui, en tout cas, te paraît être le. Tu vois, moi, par exemple, il y en a un, on n'y avait pas pensé, mais le retour d'Erwan au Jangal après le Covid, c'est vrai que ça pourrait rentrer. Ouais, mais dans j'ai cette pas vu de liste-là. blessure, hein, j'ai vu Non, un c'est vrai, arrêt. c'est vrai, mais Et bon. j'ai pas vu un grand retour. Il s'est pas endormi cette fois-ci quand même. Revenons au sport polo. C'est quoi, toi, le comeback qui t'a le plus marqué? Et ça va faire débat, notamment dans ce plateau, mais pour moi, il n'y a pas photo, je pense, c'est celui de Lance Armstrong. Parce qu'au-delà des histoires de dopage, et on va en parler si on décide d'aller un peu plus loin sur le sujet. T'enlèves vite ce sujet-là quand même. Non, mais Au-delà des histoires du dopage. Ouais, mais bon, malheureusement. Je viens de te dire que je n'étais pas à en parler. Le retour de Lance Armstrong au plus haut niveau, et on peut me parler du dopage, etc. Il faut quand même rappeler qu'on est dans le milieu des années 90. Enfin bref, c'est une autre question. Le fait est que C'était C'est la question du dopage. il est diagnostiqué. Il est diagnostiqué. Il est diagnostiqué en 95 d'un cancer qui vient de signer chez Cofidis d'ailleurs. Et il revient au plus haut niveau, plus fort qu'il ne l'a jamais été. Alors, on aime, on n'aime pas. On pourra citer d'autres champions qui ont eu des beaux retours, d'autres champions propres, évidemment, puisque à part les cyclistes, tous les autres champions sont propres. Mais en tout cas, pour moi, quand je vois la liste... J'ai une petite pensée pour Niki Lauda. Et quand je vois la liste, Ouais, merci. en tout cas, le comeback le plus incroyable, le plus dur, je pense, à avoir fait de l'histoire, c'est celui de Lance Armstrong. Là, moi, je suis d'accord. Je sais que Tom, t'es pas d'accord. Non, Je non, te donne la attends, parole parce tout que de suite. vous me faites passer pour un hater. Non, Moi, j'adore Lance Armstrong. Non, non, mais pour moi, il a rien à faire dans ce débat aujourd'hui. Et C'est ça. je comprends ce que tu veux dire par rapport à tout ce qui a été révélé Ah par la oui, suite. Moi, il y a merci. quand même un truc.
je mets pas la question du dopage de côté. Il y a quand même un truc, c'est que c'est vrai que cette maladie, le cancer, on a des images de Lance Armstrong lorsqu'il est champion du monde notamment, où il a un physique complètement différent de celui qu'il va avoir après son retour. 2 ans avant son cancer. Ouais. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que, et tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais Lance Armstrong, il devient un grimpeur avec ce nouveau physique. C'est ce qu'il écrit dans le premier tome de sa biographie. C'est un raccourci prenable. Moi, je pense qu'il y a plus, hein, et je pense que les produits dopants ont aussi à voir avec ça. Oui, c'est évident. Bien sûr, faut être honnête avec ça. Mais le fait est que Armstrong était un très grand coureur avant d'avoir Très ce grand ou cancer. très bon? Très grand, un très grand, non mais un très Ah, grand, un très bon morphotype, coureur. tu veux dire. Non, un très bon coureur. Il venait de gagner sa Voilà, première c'est étape ça, sur le ok. Tour. Il avait été champion du monde. Il ne se dirigeait pas vers une carrière de grimpeur, on va dire. Gargantuesque qu'il est devenu plus tard sur le Tour de France et dans le monde du cyclisme, mais ça restait avant son cancer déjà un très bon coureur. Et encore une fois, si je veux être honnête intellectuellement, honnêteté intellectuelle, je dirais aussi qu'il prenait déjà quelques corticoïdes, notamment lors Il avait mal au dos, ça n'a rien à voir, lors de Polo. sa victoire au championnat du monde où ça a été aussi avéré. Mais le fait est que moi je reviens sur le mot comeback, la définition du terme comeback, et je trouve que ce qu'a fait Lance Armstrong, au-delà du dopage et de son histoire, est extraordinaire. Un garçon à qui on avait laissé Et ça, je l'enlèverai jamais. de survie, bien sûr. Ça, je l'enlèverai jamais. Mais en fait, il y a un truc, moi, je pense, qui est exceptionnel. Et du coup, c'est pour ça que moi, c'est pas dans mes comebacks les plus impressionnants. C'est que je l'ai pas vécu. Mais je pense que ceux qui l'ont vécu, avant de savoir qu'il était dopé, doivent se dire mais c'est un truc de ouf. Le mec, il revient de nulle part. On a vu des photos où, que tu l'as dit, il a plus de cheveux et tout. Tu te dis qu'il est fini pour le sport. Et tu as même peur pour sa vie à un moment. Finalement, je trouve que son documentaire était exceptionnel, moi, sur Netflix, il me semble. À un moment, tu te prends tellement de compassion pour ce mec. Et malheureusement, malheureusement, tu peux pas dire malheureusement parce que la compassion, elle va aussi avec la triche. Donc c'est pour ça que ce personnage est aussi complexe. Mais je pense qu'à l'époque, quand tu le vois remonter sur un vélo et dominer comme ça, bon déjà, ça m'étonne que tu te poses pas de questions. Mais ensuite, J'aurais des questions. mais ensuite, je comprends que Polo le mette parmi les plus grands. En 99, quand il déboule sur le Tour avec son histoire, je me rappelle. Le problème, c'est qu'en 99, il déboule un peu trop vite sur le Tour. C'est vrai, t'as raison. Mais je me rappelle problème. d'un témoignage à la Cofidis, puisque c'est son équipe lorsqu'il est tombé malade, je crois. Et le patron de la Cofidis de l'époque disait, mais on a tous cru qu'il était cuit. Il avait des métastases au cerveau, au poumon, il en avait partout. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est sûr que c'est difficile de mettre Lance Armstrong tout en haut sur le panthéon des comebacks. Mais c'est important d'avoir partagé avec nous. Tom, ton avis là-dessus? Moi, mon avis sur Lance Armstrong, ou je veux dire, je vais quand même prendre les sportifs qui a priori sont pas dopés quand même. Non, mais voilà, l'épisode dopage fait qu'on pourra pas le mettre, je pense, au panthéon de. Il a pour lui, entre guillemets, je mets des grands guillemets, l'histoire du cancer. C'est vrai que c'est complètement fou et on sait combien ce fléau a de l'impact au sein de l'humanité. Non, Lance Armstrong, si vous voulez, moi je vais plutôt parler de foot et de Ronaldo, du vrai Ronaldo pour les plus anciens, de R9, puisque après avoir été extraordinaire avec le PSV, avec le Barça, il va à l'Inter, tu gagnes la Coupe UEFA au Parc, tu es en finale de Coupe du Monde, tu es clairement le meilleur joueur du monde. Bon, Zidane sera Ballon d'Or grâce à cette finale, mais c'est le meilleur joueur du monde. Ronaldo, il n'y a absolument rien à dire. Derrière, il vit 4 ans de drames et de blessures, avec une rupture du tendon rotulien qui fait partie des pires blessures. Alors souvent, c'est vrai qu'on en parle moins souvent, mais le tendon rotulien, le tendon d'Achille. Mais cette image est incroyable. Son retour, un des premiers dribbles où il revient et tout. J'ai un souvenir de ce match. C'était à l'époque de l'équipe du dimanche. Pas contre Lecce ou un truc comme ça. J'ai un souvenir, mais tu sais, mais ça me brise le cœur de ouf et tout. À 9-10 ans, il se répète pendant 2 ans. Il joue 50 matchs sur 250 possibles. C'est complètement fou. On pense qu'il est fini. Il prend aussi du poids. Lui aussi s'épaissit. D'ailleurs, en vieillissant, c'est un peu normal. Et puis, il y a cette Coupe du Monde 2002 où, avec cette coupe de cheveux ridicule, il sera champion du monde, devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est peut-être en 2006. Ça peut-être. Je crois que c'est en 2006 il gagne la Coupe du Monde, il est encore une fois Ballon d'Or, il va au Real, et il enchaîne des performances. Alors certes, ils vont pas gagner de Ligue des Champions avec le Real, il n'aura jamais gagné la Ligue des Champions dans sa carrière, mais Ronaldo en ça, alors qu'on pensait qu'il était complètement fini, c'est aussi l'avènement aussi des grands docteurs, le docteur Seyan. C'est lui qui lui avait opéré. Absolument, il y a plein de photos, ils sont tous les deux devenus potes. Ils se faisaient opérer à Paris, Ronaldo. Donc voilà, moi j'ai envie de dire que être vainqueur de la Coupe du Monde
de football et gagner le Ballon d'Or après 4 ans au bout du relax, pour moi, c'est le plus grand comeback de tous les Moi, temps. je suis d'accord avec toi sur un truc, c'est que ce mec-là, on a quand même pensé, et que, comme tu dis, c'était l'idole de notre enfance, parce qu'on était petits à ce complètement. moment-là. Il n'y avait pas plus fort que ce mec-là. Et ce qui était fou, c'est que tu te disais, il reviendra jamais. Quand il revient sur le deuxième match où il se pète, je crois que c'était une rupture partielle qu'il a sur la première blessure, au genou droit ou gauche, bref. Et lorsqu'il revient, il joue quelques minutes et il se fait une rupture totale Direct. de l'autre genou. Tu te dis, à un moment donné, c'est peut-être même le malheur. Et ce qui est quand même à mettre aussi au crédit de Ronaldo, peut-être que c'était vrai, on ne sait pas, on n'était pas là, mais il y a eu aussi le poids de la rumeur sur son retour, parce qu'on a longtemps expliqué que si Ronaldo ne faisait que chuter et rechuter, c'est parce qu'il aurait eu, on lui aurait administré des Absolument. piqûres dans le genou lorsqu'il était au PSV Eindhoven, Ouais. etc. Ça, on ne saura jamais. Pour le coup, on va rester journalistes, les amis. Mais pour le coup, si tu veux, il y a la blessure, on va le voir à travers les cas qu'on va donner. Pour Monica Seles, par exemple, c'est le meilleur exemple. Il y a la blessure physique, mais derrière, il y a cette blessure mentale qu'il faut aussi résorber. Et pour Ronaldo, c'est quand même assez extraordinaire. Il y a un truc qui est impressionnant avec Ronaldo, c'est que, un peu comme les Derrick Rose dans son type de jeu, c'est qu'à un moment, il avait une vivacité, des changements d'appui, et vitesse d'exécution. Et tu te dis que quand il se fait les deux genoux, tu vois pas comment ce joueur qui a brillé par ces qualités-là va pouvoir revenir. En plus, il a pris du poids. Et finalement, tu le vois exceptionnel en 2002. Donc non, c'est assez impressionnant. C'est sur un passement de jambes, c'est sur son explosivité qu'il se blesse en plus. C'est exactement ça, sur un de ses gestes, donc c'est encore plus marquant. Mais tant mieux pour Ronaldo et sa carrière, parce que ça aurait pu être clairement, même si la fin n'a pas été si belle, ça aurait pu être une carrière brisée. Et finalement, il se retrouve avec 2 ballons d'or, une Coupe du Monde, enfin exceptionnel. Et on avait peur justement qu'il n'ait pas la carrière à la hauteur, bien sûr, de son talent. Kiki, qui lui aussi a dit qu'il était tombé dans les escaliers si je dis pas de bêtises. De chez lui, On y était, Tom, j'oublie le nom, là où Kiki Le divan du monde. Le divan du monde, il est tombé dans les escaliers, c'est Il arraché. est rentré, non, c'était chez lui. Non, Quand il est c'était tombé. lui en rentrant dans Chez lui, c'est son chez lui quand immeuble. même. Attends, il était tout seul. C'était Il y a pas une voisine trottinette qui l'a oublié. C'était Mais pas en non, c'était trottinette au divan. Mais il est pas tombé dans le divan, il est allé à l'hôpital. Il est parti du divan, Mais et oui. en rentrant chez lui, son truc, Voilà. Mais non. comme ça. Si. je Il y a crois que c'était dans une les voisine qui escaliers. l'a aidé, il était en sang et son comeback à lui était extraordinaire. Il a mis 4 ans lui aussi. C'est bien de le citer parce que le comeback a été extraordinaire. les hématomes un laissaient peu de triple-double, chance. mais on vous donnera pas toutes les stats, bien sûr. Et voilà. Bravo, Kiki. Tom, ton comeback tennis ou pas? Ouais, Vu je que peux t'es le prendre grand un expert comme tennis tennis. désormais, En fait, j'hésitais entre deux, mais il y en a un qui me marque plus dans l'histoire, c'est celui de Monica Seles. C'était cette pépite du tennis qui marchait sur la ligue, enfin on dit pas la ligue, sur le WTA. sur la Circuit dou- WTA. voilà, sur la WTA. et elle joue un tournoi à Hambourg en 93, alors qu'elle a seulement 20 ans. Elle a déjà gagné 6 grands chelems. Donc elle est on est quand même sur une. On est vraiment des branleurs, nous, à côté. On est quand même sur quelqu'un d'exceptionnel qui est en phase de prendre la place de numéro 1 mondial à Steffi Graf, qui est sa grande concurrente. Elle joue ce match à Hambourg et apparaît derrière lui donc un fan de Steffi Graf, qui sûrement foyer, surtout tu un peux dire. détraqué, Ouais, merci. qui vient la poignarder dans le dos. Donc les images sont assez choquantes. Elle crie sur le court et elle mettra énormément de temps à s'en remettre. Tu m'étonnes. Elle met 2 ans à revenir sur le circuit. Elle qui était donc une pépite, elle reviendra jamais au niveau qu'elle a pu toucher. Elle gagnera quand même l'Open d'Australie en 96. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Ça, pour le coup, c'est un destin brisé. Donc on peut pas vraiment le mettre dans les plus grands retours. C'est vrai. Mais c'est un retour assez exceptionnel parce que mentalement, je pense que c'est l'un des trucs les plus durs à vivre. Et tu reviens et tu gagnes quand même un nouveau grand chelem alors que tu es toute jeune. Finalement, après, avec le temps, il y aurait eu des matchs contre Steffi Graf. Elle dira qu'elle n'a jamais réussi à revenir à son niveau, que le problème n'était pas au niveau de son corps, mais mentalement, Parce qu'elle a pris Imagine la première énormément de passer le poids, cap. après, derrière, avec la dépression. La et première tout, fois, tu vas te rasseoir sur un banc, là, tu vois, sur les échanges, gros. C'est incroyable. Mais c'est moi. T'imagines, tu te poses et tout, tu sais, t'es un peu. Mais- Un peu en stress perturbé, comme ouais. ça. Mais moi, c'est tout bête, mais à mon petit niveau, j'avais regarder cette vidéo, j'avais 14 ans. Quand je m'asseyais, bon, personne venait me voir, mais j'étais quand même comme ça. Et tu te dis, mais putain, mais ça. sûr. Tu t'y attends pas. Non, mais c'est terrible. Et vraiment, pour le coup, c'est peut-être un des plus grands destins brisés, en tout cas féminin, c'est peut-être le plus grand, parce qu'elle avait tout pour battre des records. Et là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'il y a cette blessure, mais la blessure. Alors,
le geste est très impressionnant. La blessure, je vais presque te dire qu'elle est minime Oui. parce que les organes poignard. n'avaient pas été touchés. Alors, il prend le couteau de cuisine qui était rentré complètement. Crime, quoi. La chance qu'elle a eue, c'est que c'était bloqué entre les omoplates, Exactement. quelque chose comme ça. Ça touche pas la Mais colonne. c'est ni vraiment rien. une blessure mentale, le fait qu'elle soit revenue, en tout cas, plus de 2 ans après. C'est vraiment impressionnant. Ouais, ouais. Il y avait aussi, tu voulais parler de Rafael Nadal à un moment. Ouais, Rafael Nadal, alors lui, c'est plutôt des problèmes physiques qu'il a eu, on se souvient, vers 2015-2016. Il avait un problème au poignet et il commençait à rentrer dans une période où on se dit qu'il était fini. Il commençait à se blesser tout le temps, il perdait ses cheveux aussi, donc preuve quand même de la fin. Et Ou encore une fois du dopage, mais ça n'a rien à voir. La potion magique, la potion magique. Non, Nadal, tout propre. En Espagne, ils savent pas faire de toute façon. Hein, donc, mais Rafa, il est un peu... Monsieur Fuentes. Rafa, il est un peu à l'agonie. Il est un peu à l'agonie. Et on se dit qu'il ne reviendra jamais. Finalement, en 2017, il revient à l'Open d'Australie, où il gagne en finale. Et derrière, surtout, il revient à Roland-Garros. Et à Roland-Garros, mais il est exceptionnel. C'est l'année du 10e titre. Et c'est peut-être son plus beau titre parce que c'est la première fois où on se dit qu'il ne sera pas aussi impérial que les autres années. Et finalement, il arrive, il perd pas un set, il me semble, et il gagne son 10e titre. Aujourd'hui, il en a 13. Je suis pas fou, hein, Nadal. Il a gagné le 13e. Donc non, c'est aussi un grand retour parce que des champions comme ça, tu te dis, un peu à l'image de Roger Federer, quand tu commences à être sur le déclin, et avec en plus les autres, Djokovic qui arrivait et tout, tu te dis, mais bon, bah voilà, on a vécu quelque chose de grand et ça n'arrivera plus. Finalement, il revient et il est imbattable. Comme Roger, hein, ça c'est vrai, comme Roger. Et le poids de la rumeur encore. Hein. On disait à l'époque, Nadal, il a commencé trop tôt, Nadal, il est chargé, Nadal, Mais le divorce de ses parents, c'est qui a beaucoup joué sur son mais mental. tu vois, c'est des choses aussi. Il faut vivre avec le poids de cette rumeur. Les gars, moi, je vais vous parler Formule 1. Forcément, son nom a été cité dans le chat. sûr. C'est Niki Lauda. Bien sûr. Niki Lauda, c'est je pense qu'on sera d'accord, c'est sans doute l'un des plus incroyables comebacks. Accident au Grand Prix d'Allemagne du Nürburgring en 1976. Il tape, il sort à 290 km/h. À l'époque, il n'y avait pas toutes les instruments de sécurité qu'on peut avoir. La voiture s'embrase, il est bloqué dans cette voiture. Il arrive à s'en sortir, il est dans un profond coma, il a le visage qui est il est défiguré, on connaît les images. Il a surtout des poumons qui sont encrassés, et c'est un vain mot, parce qu'en fait, à l'époque, on avait des carburants qui étaient très 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 nocifs et qu'il a tout inhalé lorsqu'il était bloqué dans la voiture. On pense même qu'il est mort, puisque sa femme appelle quand même un prêtre pour lui administrer ce qu'on appelle l'extrême onction, c'est-à-dire c'est le dernier moment avant de te dire au revoir. Finalement, il s'en sort, on ne sait pas trop comment, ses poumons sont soignés, on lui greffe de la peau de ses cuisses et de ses fesses sur la tête. Voilà pourquoi Niki Lauda ressemblait à ça, on va dire, dans la deuxième partie de sa vie. Et truc de dingue, et vous l'avez tous vu bien sûr dans ce film incroyable qui s'appelle Rush, 6 semaines seulement après ce dramatique accident, et bien Niki Lauda réapparaît chez Ferrari à Monza comme un symbole à domicile, et il fait une 4e place absolument incroyable. Depuis, bien sûr, pendant sa convalescence de 6 semaines, James Hunt avait repris la tête, bien sûr, du championnat. Je crois qu'il va faire une 8e place, il va faire un podium, il va faire une 8e place au Canada, un podium, je crois, aux États-Unis. Et puis vient le dernier Grand Prix de la saison au Japon, pluie diluvienne. Les pilotes ne veulent pas prendre le départ de cette course, sont tous d'accord. Mais le problème, c'est que c'est le premier Grand Prix diffusé à la télé en mondiovision, dans tous les pays du monde. Et à ce moment-là, Niki Lauda monte dans la voiture, fait quelques tours et il décide d'abandonner volontairement. Ça, c'est incroyable parce qu'il faut voir les conséquences que ça a eu derrière. Chez Ferrari, on s'est dit, il est complètement fou, il est fini, psychologiquement, il ne reviendra plus. Donc, du coup, on décide de le remplacer l'année suivante. Ils prennent Carlos Reutemann, qui devient le leader de cette équipe. Lui, il est mis un peu de côté dans un rôle de numéro 2. Et il devient champion du monde. Le mécanicien, tu peux le dire. Hein. Ouais, quasiment. Et il termine champion du monde donc en 77. Et il est en brouille avec Enzo Ferrari, du fait notamment du manque de confiance que Ferrari avait eu sur lui. Ferrari qui faisait fuiter les choses dans la Gazzetta en disant Lauda est fini, Lauda est fini, Lauda est fini. Il y a eu toute une campagne de presse comme ça assez compliquée. Et au final, donc, il est champion du monde l'année suivante. Et puisqu'il était en embrouille avec Enzo Ferrari, eh bien, il part, en étant champion du monde, il part, je crois, à 1 ou 2 courses de la fin de l'année 77, qui l'a pas empêché d'être champion du monde, mais en tout cas avec un énorme crédit. Il prendra sa retraite, il reviendra aussi après quelques années chez McLaren pour son 3e et dernier titre. Moi, j'avoue que c'est une histoire. Ouais, c'est fou. Le film, le cinéma, film généralement, c'est que c'est une belle histoire. Ouais, c'est ça. Une belle Et histoire, on peut raccrocher à ça aussi Romain Grosjean, qui arrive même pas 6 mois plus tard à courir en IndyCar après son terrible accident au Qatar. C'était à Sakhir, au Bahreïn. Bahreïn, je crois toujours le Qatar et Bahreïn. Et ça aussi, dans le même style, puisque c'est un peu finalement les mêmes circonstances. Complètement. Et le fait de le revoir courir en IndyCar quelques mois après, je trouve ça assez extraordinaire
J'ai pas l'adjectif, mais Résilience. déjà, courageux de résilience, c'est exactement ça. Je trouve ça assez fou. Après, pour Nicolas Loda, vraiment, moi, ce qui me choque le plus, c'est l'impact visuel de son visage, de sa peau et tout, et le laps de temps pour revenir. Ça n'a aucun sens de revenir Complètement. après ce type de blessure au bout d'un mois et demi. Les mecs, surtout le risque que tu prends. Ils sont fous, on le sait. Ouais, ça c'est sûr. L'appréhension que ça a dû être de remettre le casque, on imagine que son premier Grand Prix, mais il a dû quand même Ce qu'il a dit, il reconduire un petit était peu. terrifié, mecs, mort de trouille. Le Mort de 5 trouille. semaines, là, il fait un peu la bascule quand même. Mais c'est énorme. T'imagines 6 semaines de revenir de ça. Enfin, c'est quand Puis même. pour un pilote, moi je le voyais dans les documentaires, qui aimait tout contrôler, aimait Exactement. tout connaître sur sa voiture. Moi je pense Exactement. perdre le contrôle comme ça doit plus que les autres le marquer. Exactement. D'autres histoires, Hermann Maier, je pense qu'on n'en a pas parlé. Hermann Maier, ça c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Aussi, parce que il y a quelques rendez-vous manqués, malgré l'immense carrière d'Herminator. Déjà, il y a ce premier comeback, qui est un mini comeback, c'est au JO de Nagano en fait en 98, où il est attendu comme le roi sur la descente. Il s'explose la tronche, mais vraiment de manière très très violente. Il décolle à plus de 100 km/h. De toute façon, la chute est très connue. Vous pouvez la retrouver facilement. Incroyable chute. Il se relève, il revient, il part pour le Super G, il le gagne, il part pour le géant, il le gagne, double champion olympique malgré cette chute. et puis évidemment, il y a cette terrible chute de moto qui lui brise complètement la jambe, à deux doigts de l'amputation. Il met plus de 2 ans à revenir, et au bout de 2 ans, il arrive à regagner le Gros Globe de Cristal, il arrive à redevenir champion du monde, je crois en Super G si je dis pas de bêtises, il arrive à regagner en géant, en Super G et aussi en descente. Ce retour est extraordinaire, et j'ai toujours ce regret avec Hermann Maier, c'est de l'avoir pas vu à Salt Lake City en 2002. Il est extraordinaire en 2000 et en 2001. Il fait ses meilleures saisons, des saisons à près de 2000 points sur le Gros Globe. C'est extraordinaire. J'aurais bien aimé le voir à Salt Lake, mais même à Turin en 2006, il revient. Et il arrive à choper 2 médailles, une d'argent sur Super G, une de bronze sur le. C'était passé quoi en 2002? Pourquoi il était pas? Blessure. Ah, c'est l'accident de moto. Accident de moto. Ah, c'est pour 2002, d'accord. Il ok. met 2 ans, je crois qu'il revient en 2003-2004, si je dis pas de bêtises, et il rate du coup Salt Lake City. Mais Turin, 4 ans plus tard, il arrive à aller chercher de belles médailles encore. Le monstre. Extraordinaire. Dans le chat, on n'y est pas pensé, tu vois, David Douillet aussi avant Sydney. Ah ouais, Je sais qu'il avait été, il me semble, pas. alors je sais plus, on peut nous redonner les circonstances, mais il me semble qu'il avait été accidenté aussi. Ah, je me souviens plus du tout. Il était fortement, il était pressenti qu'il ne puisse pas disputer ces Jeux Olympiques. Et il était revenu en force avec la médaille d'or, bien sûr, qu'on lui connaît. Voilà, on aime bien aussi Djibril Cissé. Ah bah oui, bien sûr. On aime bien aussi Djibril, raison. on aime bien aussi Djibril qui se fait 2 fois quand même, record incroyable, 2 fois le tibia péroné cassé en 2 comme une brindille. Et on aime bien le fait qu'il se blesse en 2004 et qu'en 2005 avec Liverpool, il tire l'un des pénaux de la séance de tir au but dont on se souvient tous, le 3-3 en 2005 contre le Milan, dans l'AC Milan. Donc ça, en termes de comeback, bravo Djibril. Non, c'est incroyable. Fantastique. Qui a une hanche en plastique aujourd'hui, c'est pas une vanne. Il a essayé de rejouer en D3, je ne sais plus quel pays, il peut plus parce qu'il y a. Et puis pareil aux États-Unis, Tiger Woods qui a le dos en vrac, 3-4 opérations, 2014-2015, et qui arrive à gagner le Masters en 2019. Tom Brady, Peyton Manning, les destins croisés des 2 quarterbacks. Tom Brady se fait les croisés, je crois, en 2018, double croisé en 2008, pardon. Il va chercher je ne sais combien de Super Bowl après. Je me souviens plus ce qu'il a gagné avant et ce qu'il a gagné après. Pareil pour Peyton Manning qui lui, on a dû lui souder des vertèbres au cou. Il a été 4 fois opéré du cou, je crois autour de 2011. Et il est revenu avec les Broncos en 2016 faire la meilleure saison de sa carrière et gagner le Super Bowl. Donc voilà, c'est des belles histoires aussi. On dira qu'il y a peut-être, après c'est les passionnés, chacun a sa sensibilité, mais j'ai l'impression que quand il y a un peu un rapport avec la mort, on a tendance aussi à le mettre forcément bien sûr, un petit peu plus en haut. Pour Lance Armstrong et pour Niki Loda, ou les accidents de la route, clairement. Exactement. Voilà les amis, en tout cas pour les plus grands comebacks dans ce dossier de la semaine, les plus grands comebacks de l'histoire du sport. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est pour vous le plus grand comeback, bien sûr, de l'histoire du sport, celui en tout cas qui vous a le plus touché. Allez, il nous reste 10 minutes. C'est pas assez pour jouer, mais on va quand même le faire. Aujourd'hui, on est 3, les amis. Donc du coup, tout simplement, il n'y aura pas d'équipe qui tienne. Ça va être TPMG, tout pour ma gueule, avec voilà. Tu avais un super qui suit la semaine dernière. Ouais, un super qui suit. Tu veux qu'on commence par ça? Ah non, je veux finir par ça. Il est fou, lui. Alors, on va essayer d'aller vite, les amis. Commencer par le dessert, l'autre. J'ai une super énumération. Mais par contre, si on est un peu en retard, j'aimerais qu'on fasse quand même le qui suit. Quitte à se prendre 3 minutes avant. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que la régie nous autorise à faire ce genre de choses? Non, il va falloir qu'on se bouge le fion. Ouais. Allez, la loi, c'est nous. On part tout de suite. Priorité à l'antenne. On part tout de suite, bien sûr, sur l'énumération. Les amis,
Saurez-vous retrouver les 22 titulaires de la finale 2002 de la Ligue des Champions? Leverkusen, Real. Voilà, c'était Real Madrid contre le Bayer Leverkusen. Des années, ça, Tom. Ça, c'est vrai que c'est pas cadeau pour Tom. Je pensais que tu serais en équipe aujourd'hui et que tu serais, pourquoi pas, aidé. Ok. Voilà. On va sur le Real d'abord, vas-y, Allez, Polo. Ah non, on fait. Comment tu fais on peut... Je vais commencer. Allez, vas-y. Bah, je vais- Les gardiens, c'est facile. hein. Non, mais je vais dire Zidane déjà, moi. Allez, Oui, C'est possible. un point, c'est Allez, bien. premier qui craque, vas-y, Polo. Roberto Carlos. Ouais, Raoul. ouais. J'ai oublié de préciser les 22 titulaires, bien Oui, évidemment. oui, oui. Tout. Je vais dire une connerie d'entrée ou pas Cassias. Bah oui, bien sûr. Mais non, Putain. Copa au Real, 2002. Il est blessé c'était pas Casillas. J'étais sur Ah bon? les fesses comme Il me vous. semble que ça me dit quelque chose cette C'était histoire. pas J'aurais dit Casillas aussi. Ah bah alors je vais pas dire Pas Casillas, je l'ai pas Casillas. du tout alors du coup le gardien. Bah, moi j'ai l'autre Vas-y. gardien du coup, Yann Sleman. Ouais. Non, plus. Quoi? Non plus. Non plus. Alors, bah, Non, alors. non, Je crois. Alors, Attends, attends, sur le gardien du Bayern, Attends, il c'est avait c'était un homonyme d'un milieu de terrain qui a fait Ah, je une sais qui courte c'est. carrière à... But. Ouais, exactement. But, on l'a eu rappelé. putain, j'étais sûr que c'était Vas-y, Lehmann. c'est but. Salgado. Salgado, oui, en effet. Balak. Balak, oui, tout à fait. Excuse-moi, On est en Makelele. Oui, bien sûr. Lucho. Ah, c'est Oh merde, c'est à putain, moi. pardon. Ouais, tu peux le dire. Moi, je te le prends, c'est pas beau. Hein. Vas-y. Lucho. Ouais, on disait Lucio, je crois. non Oh, Lucio. Non, non, Lucio c'est- Gonzalez. T'inquiète. Qui on a pas dit Vous avez dit Zizou, Salgado, Lucio, Raoul, Butt, Makelele, Roberto Carlos, Hierro. Fernando Hierro, tout à fait, capitaine. Alors moi j'ai un doute. Alors je vais dire Elguera déjà. Van Elguera. Oui, il était titulaire. Ok. Pff, Ouais, il faut le deuxième attaquant là du Real. J'ai un doute entre deux mecs perso. Je peux rien te dire. là, je vais sécher gentiment. Et je vais vous laisser y aller. Si je vais dire Gucci au pif, mais. Ouais, pourquoi pas. T'as pas de chance parce qu'il était sur le banc, je crois, ce jour-là. Mais il était pas dans l'équipe titulaire. Ça aurait pu compter. Springs. Thorsten Frings, il n'était pas là ce Oh, jour-là. dur. Mm. Moi je veux dire Morientes. Morientes, tout à fait. Putain, Qui était bien sûr associé dans l'attaque avec Raoul. Il y a un Il y avait Neuville aussi. super gros joueur que vous avez. Neuville. Neuville Oui, tout à fait, l'attaquant du Bayer Leverkusen. Zé Roberto. Zé Roberto. Zé Roberto, il était pas titulaire. Moi j'allais dire Zé Roberto après. J'allais au dire mi- Neuville ou Zé Roberto. Au milieu, il y a qui qu'on n'a pas dit? Il y avait un Turc. Un nom un peu turc. Je pense qu'il était turc. Basturk. d'ailleurs, hein. Basturk. Un numéro 10. Ouais, Basturk. Ouais, bah, tout à c'est fait. ça, il était turc. Hein, Basturk. Ah, totalement, en fait, Est-ce hein. que vous vous rappelez de Schneider? Schneider. Schneider, oui. Schneider. Schneiderlin, ouais. Ramelot, qui était je crois, Ramelot, qui était bien le sûr. capitaine. Ramelot, Je dis on pas de connaît bien bêtises. ça. Personne. Placente, Sebetsen, je les avais Ouais, oubliés. ça, j'aurais pas. Zivkovic, le code Ah, dur, Zivkovic. défenseur central. Pas cadeau. Et puis sinon, on a tout dit. Et Real, du attends, côté, attends, il nous manque qui alors, alors? côté Real, c'était César, le gardien. Wow, bah, il était blessé. César, Casillas. ouais, sans doute. Roberto C'est Carlos, Elguera, Hierro, Salgado, vous l'avez dit. Attends, au milieu, il y a Il qui? y en a un que vous avez oublié, les gars. Attends, on a dit Makelele. Ouais, vous avez dit On a dit Makelele, Zidane, vous avez dit Figo, Zidane, Figo. on l'avait pas dit. Ok. Et Solari, on l'avait pas dit, mais Ah, ça Solari, c'est ouais. normal. Solari. Et puis Raúl Pas Morientes, bien Solari, sûr. Ouais. titulaire en finale de Ligue des Champions, c'est Eh oui, incroyable ça. ça c'est quand même incroyable. Ouais. Exactement. Sans doute une question d'équilibre. Chercher à Ouais, l'époque bien sûr. par Del Bosque, on Ouais, imagine. super équipe. Allez, les 5 premiers points sont pour toi, Tom. Tom, tu as l'avantage de choisir J'avais parmi Neuville, ces putain. thèmes-là 6 minutes, ça va être court. on va hein. nous Oh là. proposer. Ça... Ouais, on va essayer d'aller vite. Le qui suit sera sans doute pour la semaine prochaine. Les meilleurs joueurs de l'histoire du Cameroun, les losers du sport français, la belle histoire du Oh. Paris-Dakar et bien sûr les 100 ans d'histoire du Stade Lavallois. Je pense à Tom. Hein. Bon, bah, le meilleur joueur du Cameroun, allez, vas-y. Allez, c'est parti. Surnommé Mademoiselle, passé par Lens et l'OL, j'ai remporté la Cannes 2000, finaliste en 2008. J'ai aussi participé aux Coupes du Monde 98 et 2000. Comme l'indique mon nom de famille, je Oui. suis un attaquant travailleur. Comme l'indique Mon Mademoiselle. nom de famille, je suis un attaquant plutôt travailleur. Boulot. Je sais pas du tout, vas-y, passe. Je sais pas du tout. Joseph Désiré Job. Oh là, Élu meilleur gardien africain du XXe siècle, je suis aussi l'un des premiers Camerounais à m'exporter à l'étranger. Rebelle, je Oh, mets ma putain. carrière entre parenthèses pour finir mes études. Je serai même relégué numéro 2 en sélection parce que je suis un trop bon négociateur de primes. Ma carrière internationale, tu as oublié, Joseph-Antoine Bell. Bell, Ça, bah je sais oui, que Bell. ça régale notre T'as ami dit années Erwan, ça. 80 ou 2000? Non, j'ai entendu. Bell, c'était les 80 à non, Marseille. j'ai pas dit années 80, c'était avant. C'était avant, j'avais parlé des années.
je pensais à un mec de 1000. Un charisme hors du commun et des dreads, il incarnait parfaitement le lion indomptable dont il sera pendant 10 ans Rigobert Song, capitaine. ouais, Rigobert Song, bien évidemment. Depuis le début de ma carrière en 93 au pays, j'ai changé de club tous les ans, ce qui me vaut la réputation du Xavier Gravelaine camerounais, bien que je sois défenseur. Ma carrière riche en titres a tendance à être résumée à une affaire de penalty. Celui réussi en finale des JO 2000 qui offre l'or à mon équipe, celui raté à la dernière minute contre l'Égypte qui prive le Cameroun de la Coupe du Monde 2006. Tu l'as pas ? Putain, je sais pas du tout. Tu te rappelles pas ce truc là mais- Pierre Womé. Oh, Womé, Ah non. mais, Pierre Womé, si, mais je l'avais pas dit. Après, je l'ai nom, pas dit. ouais, hein. non, c'est vrai. Bah si, Pierre Womé, bien sûr. Considéré comme l'un des meilleurs attaquants du continent africain, je suis surnommé Magic. Passé en France par le PSG, Chapeau Ndoram. et Metz. Mboma, pardon. J'ai dit Exactement. N'importe quoi. Euh, Ndoram, je fais comme les Brésiliens, mon nom est tellement long que j'ai été rebaptisé par un prénom américain féminin des années 80. Finaliste de la dernière C2 de l'histoire contre la Lazio avec Mallorca, c'est à Arsenal que je vais écrire les plus grands Lorraine. buts de ma carrière. Lorraine, bravo. À mon poste, on me considère comme spectaculaire et diablement efficace. 3 CAN remportés avec le Cameroun, je gagne une Liga avec le Deportivo Corogne, en 2000 et une Coupe de la Ligue en France avec Metz. J'ai surtout popularisé le dégagement des 2 points. C'est un gardien. Non, je sais pas. Un certain Jacques. Je sais pas. Tu l'as pas, Jacques Songo. Jacques Songo, mais Exactement. Polyvalent, je peux jouer latéral, ailier, milieu défensif ou relayeur. Je suis surtout l'un des meilleurs Camerounais, l'un des premiers, Camerounais, le deuxième en tout cas à avoir joué au Real Madrid. Jérémy. Exactement. Une danse célèbre, des dribbles fous et un Roger physique Mila. hors du commun. Roger Mila. Élégant, brillant, technicien, je réalise l'essentiel de ma carrière et dispute les Coupes du Monde 90, 94, 98 avec le Cameroun. Excellent de la tête, je marque même contre l'Argentine de Maradona en 90. Lors du match d'ouverture, ça peut t'aider le dernier indice. Mon neveu formé au Havre et révélé à Rennes vient d'arriver à Metz. Merci, ça m'a aidé. C'est qui? C'était François Oman-Bi. Bowman Big. Voilà, exactement. T'as fait 1, 2, t'as fait 2, ouais, ça fait 2, ça fait 2. Ça arrive, Très ça mauvais. arrive, ça arrive. 2 plus 5, on est à 7. On va aller au bout, je vous le dis. On prend l'antenne en otage. Polo, Loser. loser, Loser. c'est parti. 152e mondial issu des qualifications, je suis proche de devenir une légende de mon sport au British Open avant de craquer Jean mentalement. Vandevelde. Jean Vandevelde, tout à fait. Sportif controversé dans mon pays, j'écris l'une des plus belles histoires de ma carrière le 14 août 2014. En finale des championnats d'Europe d'athlétisme, je remporte le titre aux 3000 mètres steeple avant d'être disqualifié pour retirer mon maillot avant la ligne Mayadine d'arrivée. Mekissi et Benabad. Exactement, ouais, mais mec, allez, petit bonus. Je suis le dernier joueur à avoir battu Pete Sampras et Gustavo Kuerten, mais je suis surtout connu pour un match décisif perdu de manière rocambolesque dans une finale à domicile. Je suis alors au début de ma carrière et présenté Paul-Henri comme un Mathieu. grand espoir. Exactement, Paul-Henri Mathieu. Le 7 juillet 2005 est la dernière chance de ma carrière. J'ai 37 ans. Le Tour de France fait étape dans ma région entre Troyes et Nancy. Brouillard, pluie, froid, vent, tout est réuni pour une victoire d'anthologie. Je m'échappe d'ailleurs dès le 23e kilomètre. Dominateur et intouchable, je compte jusqu'à 9 minutes d'avance. Mais avant la flamme rouge, Marc Madiot, bon boss, hurle au microphone. Ne te retourne pas! Pense à ta femme! Mangin. Pense à tes gosses! Mangin. C'est maintenant! Christophe Mangin, il est là. Pense à tes gosses. Incroyable. Et il tombe dans le dernier virage. Terrible, Si terrible. la loose à la française devait être élire une capitale, ce serait cette ville. Son club peut se targuer d'avoir perdu plus d'une vingtaine de finales au niveau Clermont. européen et français. Clermont. Clermont, tout à fait. En 88, écoutez cela, elle me plaît, c'est ma préférée. En 88, je redonne espoir à tout un pays en accrochant une finale que les Français attendaient depuis 5 ans. Mais la veille du grand rendez-vous, je dîne avec Sarkozy qui me demande si j'ai prévu un discours en cas de défaite. Une question qui m'empêchera de dormir. Et ni la Marseillaise de Michel Sardou, ni la patrouille de France n'y changera rien le lendemain. Je me fais broyer en 3-7 en finale et Henri le public Lecomte. français me siffle. Henri Lecomte, le 5 à la suite est fait. Ah, bravo, Polo. Mon cher Polo. Il avait choisi le bon timing. Le bon Pas cheval. sûr, pas sûr que. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux le faire? Le Tiens, Paris j'en ai une Dakar. dernière. Regarde, qui a déclaré une fois sur 5 on m'appelle Alain et une fois sur 10 on me demande en quelle année j'ai été champion du monde et pourtant je ne suis ni Alain Prost ni champion du monde. Jean, allez-y. Ouais. Un. Attends, une dernière, juste pour le plaisir, parce qu'il a vraiment des super histoires, je l'avais oublié celle-là. À l'été 2002, Manchester United veut renforcer sa défense. Après Rio Ferdinand recruter un prix record pour un stopper, je suis la cible principale de Sir Alex Ferguson. Pour que le dossier s'accélère, je décide de sécher l'entraînement et de m'offrir une balade dans le centre de ville de Rennes. Malheureusement, c'est là que le karma frappe. Je trébuche sur mon chien, résultat, entorse du genou et mon transfert capote. Qui? Je l'avais oublié, Julien Escudé. Incroyable. Julien. Incroyable. Bon.
Ouais, les amis, 8 secondes, il nous reste. Malheureusement, on est obligé d'apporter ce quiz. Alors qu'il y avait des billes. On reviendra et Tom reviendra encore plus fort. Merci les amis, merci la régie. Tout de suite le récap. Ciao, ciao.